D'abord, merci à tous ceux qui sont venus, du fond du cœur parce que c'est difficile. Il y a le match de foot ce soir, il y a les grèves, donc je me doute que si vous êtes là, c'est que vraiment c'est un sujet qui vous intéresse. Donc c'est très, voilà, c'est très stimulant de savoir qu'on est entre personnes qui cherchent des réponses et qui suivent ce sujet d'importance qu'est la santé mentale et son évolution. Le thème, moi, m'intéressait beaucoup, l'innovation en santé mentale, parce qu'à bien y réfléchir, la santé mentale a toujours été un lieu d'innovation, parce que la souffrance psychique a évolué avec la société depuis des siècles, même depuis plus longtemps que ça. Il suffit de penser à tous ces changements qui ont lieu au cours du XXe siècle. Il y a eu la psychanalyse, il y a eu l'hypnose, il y a eu l'arrivée des psychotropes, des neuroleptiques. Et aujourd'hui, on va voir, on connaît tous aujourd'hui les psychothérapies sous toutes leurs formes, avec notamment une forme qui s'est beaucoup répandue, qui sont les thérapies cognitives et comportementales. Et en même temps, la technologie, aujourd'hui, est très différente de ce qu'elle était il y a 20 ou 30 ans. On est dans un monde très connecté, dans un monde numérique. Et les neurosciences ont commencé à apporter leur grain de sel dans l'étude des maladies mentales dans la psychiatrie en général. Donc, je pense que le contexte des neurosciences, du cerveau, du numérique va peut-être éclairer un petit peu notre fil conducteur aujourd'hui. Ces innovations, on va les découvrir avec nos invités. Donc, je vais vous présenter dans l'ordre Luc Mallet, tout à ma gauche. Vous êtes professeur de psychiatrie et votre intitulé s'affiche ici, mais j'aime bien le dire parce que c'est important. On a travaillé ensemble souvent sur ces techniques, donc je suis très content d'être ici aujourd'hui. Vous êtes à l'Université Paris-Est-Créteil, professeur à l'Université de Genève aussi, et directeur donc d'une équipe de recherche à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Et vous êtes dans la direction recherche de la Fondation Fondamentale. Xavier Briffaut, vous complétez très bien cette approche, je trouve, parce que vous êtes chercheur en sciences sociales. Et donc vous vous intéressez quelque part à la sociologie de la santé mentale, des maladies mentales. Vous êtes dans une section de philosophie même de la santé mentale, et également donc au CNRS, au Centre de la recherche médecine, sciences, santé, santé mentale, société, le CERMES 3 à Paris. Et Margot Morgiev, vous êtes psychologue, docteur en sociologie des sciences et chercheuse au CERMES 3 aussi, à l'ICM, à l'INSERM à Paris. Nous avons donc prévu que nos trois intervenants vous fassent part d'abord de leur réflexion personnelle, de leur recherche, de leur point de vue sur cette question qu'est l'innovation en santé mentale. Et ils vont le faire tour à tour. On va commencer par vous, Luc Mallet. On commence, en fait, désolé, par Xavier Briffaut. La parole est à vous. Merci beaucoup, Sébastien. Merci beaucoup, effectivement, d'avoir préféré la santé mentale à France-Albanie. Mais on va quand même passer le match, parce que finalement, on voulait le voir nous aussi. Alors, comme l'a dit Sébastien, la question de l'innovation en santé mentale, elle a toujours été présente. Et ce que je vais faire précisément, c'est situer les interventions de Luc et de Margot dans une sorte de grand paysage historique où je vais vous dresser à grands traits les, on va dire, 4 grands principes organisateurs qui ont organisé l'innovation en psychiatrie. Alors, en commençant... D'abord, alors on va passer l'étape où les maladies mentales étaient dues aux démons, l'étape où on mettait des chaînes aux gens, et on arrive directement à la fin du 19e siècle. À l'époque, on commence à se dire, bon, peut-être ces gens ont des problématiques qui génèrent des souffrances et il faut chercher à les comprendre. Donc c'est une époque où on va avoir plutôt une logique qu'on a des hypothèses sur des maladies, des théories a priori souvent sur des maladies, et ces maladies produisent des symptômes. Et voyant ces symptômes, on fait l'hypothèse clinique qu'on a une maladie en dessous. Donc de la théorie, on arrive à des définitions de maladies et on a souvent des hypothèses sur des causalités qui sont monofactorielles. Hein, on donne souvent comme exemple la paralysie générale qui finalement s'est avérée être due à un microbe, le spirochète, dans la syphilis, la phase tertiaire de la syphilis. Et souvent, ça a été, enfin longtemps, ça a été un idéal de la psychiatrie que de trouver une cause unique ou une cause initiale à certaines maladies psychiatriques. Alors les grandes figures de cette époque, bon, bah, tout le monde les reconnaît. On voit ici Charcot qui est en train d'initier ses élèves à l'hystérie, Freud qui... au décours d'une analyse personnelle longue, va initier, entre guillemets, ses patients aux arcanes de l'inconscient. Et donc, justement, la grande figure de cette époque-là, on va dire, c'est le médecin initié.
Et il y a quelque chose d'un peu ésotérique à cette époque-là, c'est un peu élitiste, et l'idéal type de la période, ce sont des grands personnages. Charcot, Freud, Kraepelin, Jaspers. Alors, ce sont des grands personnages. Ça a quand même un inconvénient, c'est que ça va générer une certaine forme de paternalisme, on va dire, voire même des fois des figures d'autorité un peu incontestables, et des difficultés à justifier les diagnostics. C'est-à-dire qu'on va avoir des diagnostics, mais on n'a pas toujours le rationnel scientifique pour en expliquer les mécanismes. Alors, pour un certain nombre de raisons, mais je vais juste en citer deux. D'abord, les années 70 avec leur contestation de toute forme d'autorité, dont l'autorité médicale, mais aussi le fait qu'on va s'apercevoir que quand on donne à un ensemble de médecins une liste de cas cliniques identiques, il n'y en a quasiment aucun qui donne le même diagnostic sur les mêmes patients. Donc ça va poser un problème. Et donc, on va se dire, plutôt que d'avoir des hypothèses sur des maladies, on va chercher d'abord à décrire clairement les symptômes. Et donc, on va définir clairement des symptômes observables. On va les regrouper en entités qu'on va appeler des syndromes. Et on va se dire, une fois qu'on saura décrire précisément, on va détecter des régularités statistiquement. Et sur la base de ces régularités statistiques, on va faire des hypothèses causales. Et avec ça, on va trouver les maladies qui sont derrière les observables. Et ça a donné ce célèbre manuel de classification des maladies mentales, en l'occurrence des troubles mentaux, qu'on appelle le DSM, Manuel diagnostique et statistique des maladies mentales, dont la version la plus importante, c'est la version 3 dans les années 80, où cette logique de description précise, factuelle de symptômes observables va s'imposer. On va enlever toute hypothèse étiologique, théorique sur les maladies, et on va chercher à juste décrire. Et ça va nous donner ce genre de choses. C'est ce qu'on voit ici, c'est un tableau de chiffres, où en colonne, vous avez les troubles mentaux, et en ligne, vous avez un certain nombre de facteurs de risque. Et en croisant les deux, en moulinant tout ça dans des gigantesques algorithmes statistiques, on obtient des probabilités de survenue d'un trouble quand on présente un certain nombre de facteurs de risque. Et là, on va s'apercevoir que plutôt que d'avoir une causalité monofactorielle, on a des causalités très plurifactorielles. C'est-à-dire que, en gros, on a un peu de tout dans tout. La grande figure de cette époque-là, qui dure encore jusqu'à aujourd'hui, c'est le statisticien, l'épidémiologiste, avec une logique non plus d'élitisme et d'ésotérisme, mais au contraire de transparence, presque de démocratie. Pour chaque donnée, on veut savoir comment elle a été produite, par quel mécanisme, comment la reproduire, et on veut presque que chacun puisse le faire lui-même. L'idéal type de ça, ce ne sont plus des grands personnages, c'est un grand manuel collectif. Alors, l'inconvénient de ça, c'est que finalement, on a essayé pendant 30 ans, mais on n'a jamais réussi à retrouver vraiment des maladies à partir des observables qu'on avait construits. On n'arrive pas à mettre en évidence de causalité suffisante, et finalement, on retrouve un peu de tout dans tout, tout contribue à tout. Ce qu'on a essayé de théoriser en inventant une notion qu'on a appelée le modèle biopsychosocial, mais ça ne s'est pas avéré très productif. Il restait quand même des maladies qui existaient ou... Alors, oui. bien évidemment, c'est là je parle de manière de concevoir les choses qui sont typiques d'une époque, mais on avait encore, à certains endroits, et même à beaucoup d'endroits, l'hypothèse qu'il y avait des maladies. Mais en tout cas, dans le DSM, on a abandonné les hypothèses a priori sur ces maladies. C'est ça le plus important, c'est qu'on a commencé à vouloir juste décrire en étant théoriquement neutre. D'accord. Donc ça a vraiment des conséquences énormes, ça. C'est pour ça qu'on a abandonné le terme de maladie mentale, de maladie psychiatrique, pour utiliser le terme de troubles mentaux, qui ne contient pas d'hypothèse a priori sur d'éventuelles, par exemple, bases biologiques de la maladie. Voilà. Donc on est devenu très descriptif. Alors donc ça n'a pas fort bien marché, ça a bien qu'on continue encore aujourd'hui à le faire. Et dans une troisième étape, donc, on va s'intéresser cette fois-ci à des processus physiopathologiques qu'on va supposer dysfonctionnels. Alors des circuits neuronaux et des biomarqueurs, c'est Luc qui en parlera en détail. Et là, on va vraiment atteindre le stade de la démarche scientifique expérimentale. On va tenter de construire des modèles et on va avoir des capacités prédictives à ces modèles. Donc, on va essayer d'imaginer, enfin, d'anticiper le pronostic des maladies, de faire des prédictions à partir de modèles qu'on a. Et la grande figure de cette époque-là, c'est l'imagerie par résonance magnétique. C'est la capacité de voir le cerveau en images en fonctionnement. Et ce sont tous les outils de biologie cellulaire, voire de biologie moléculaire. Alors, ça donne aujourd'hui une nouvelle manière de penser les troubles
qui est là une proposition du NIMH américain, le National Institute for Mental Health. Donc, au lieu que d'avoir, comme on l'avait tout à l'heure, en colonne des troubles mentaux et en ligne des facteurs de risque, en colonne, vous avez des niveaux d'analyse, les gènes, les molécules, les cellules, les circuits neuronaux, le comportement et la dimension narrative, on va dire, la manière de parler de soi. Et en ligne, vous avez des grands processus psychologiques, neuronaux, qui vont concerner les affects, par exemple la peur, l'agression, les circuits de la récompense, la gestion de l'attention, la mémoire de travail, le langage, la théorie, ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, c'est-à-dire la capacité à imaginer ce que pense autrui, base de l'empathie, hein, etc. Et la nouvelle manière de concevoir les choses, c'est qu'en croisant les deux, on va avoir, par exemple, les bases moléculaires des circuits de la récompense ou les bases génétiques des circuits de la récompense, et jusqu'à des explications comportementales qui vont agréger tous ces niveaux. Alors, ça a déjà des conséquences extrêmement importantes. C'est-à-dire que ça va permettre de désagréger les troubles qu'on avait ici, la schizophrénie, les troubles bipolaires, la dépression, le syndrome d'Asperger, hein, un trouble du spectre autistique. Ça va recomposer tout ça sur la base de différents niveaux biologiques dont Luc va parler beaucoup plus en détail, et ça va recomposer les personnes qui présentent ces troubles en sous-groupes qui vont être possiblement très différents de ceux qu'on avait au départ, et donc ça va générer des approches thérapeutiques qui possiblement seront également extrêmement différentes. Donc ça, c'était la troisième étape. Et là, la grande figure, c'est le neuroscientifique instrumenté, c'est la big neuroscience. C'est le scientifique avec son IRM qui coûte plusieurs millions d'euros. Il faut tout un bâtiment pour l'abriter. On n'est plus dans la démarche clinique avec le divan freudien. On est passé à un autre stade. Et là, on est dans la démarche expérimentale. Il y a une logique de déterminisme scientifique et l'idéal type, c'est la science. L'inconvénient de ça, c'est que c'est une certaine forme de réductionnisme quand même, hein. On va découper le tout en parties, mais après, on a du mal à réagréger les parties pour donner un ensemble cohérent. Tout ceci est fait en laboratoire, donc c'est décontextualisé, et on a du mal à passer de ces modèles ceteris paribus, c'est-à-dire construit toutes choses égales par ailleurs, avec des variables très contrôlées, à leur application au contexte où tout bouge, toutes les variables sont différentes, donc on a du mal à faire cette généralisation. Ce qui nous amène au quatrième niveau, au quatrième stade, on va dire, de l'innovation en santé mentale, ce que j'ai appelé des activités socio-psycho-biologiques dysfonctionnantes. Alors tout à l'heure, c'était bio-psycho-social, un peu de bio, un peu de psycho, un peu de social. Là, ça va être quelque chose qu'on va tenter d'intégrer. L'homme est un animal social, c'est le plus social de tous les animaux. Nous parlons, nous vivons en société, nous avons des cultures, des systèmes législatifs, etc. Et nous avons des systèmes biologiques et psychologiques pour fonctionner dans ces cultures, ces sociétés. Donc là, la logique d'analyse, ça va être l'analyse située de l'activité humaine. On va construire non plus des modèles généraux, mais des modèles de compréhension locaux, ce qui va nous donner des capacités d'intervention beaucoup plus fines. Et l'idéal type de ça, aujourd'hui, c'est la classification internationale du fonctionnement de l'OMS, qui, comme son nom l'indique, ne classifie pas des maladies, mais classifie des fonctionnements. Et au centre de ça, vous avez l'activité qui est reliée de façon systémique à l'état de santé, à des grandes fonctions et structures du corps, à la participation sociale, des facteurs environnementaux et différents facteurs personnels et contextuels, historiques et biographiques. Excusez-moi, est-ce qu'on pourrait essayer d'avoir un exemple d'un problème que peut rencontrer un patient, une maladie mentale, une souffrance, où on pourrait dire l'activité, ça se manifesterait de telle façon, sa participation, ce serait ça ou pas? Ou est-ce qu'on est encore dans un continuum complet, ou est-ce qu'il y a encore c'est voilà. exactement ce que va présenter Margot tout à l'heure avec le cas des troubles obsessionnels compulsifs, où on va voir comment l'activité de vie au domicile, par exemple, ou au milieu professionnel, va être impactée par des troubles spécifiques avec cette logique d'analyse. En fait, on va retrouver quand même des entités ou pas forcément? Alors, on va quand même, pour le moment, retrouver des entités nosographiques, vous voulez dire, des troubles mentaux à l'ancienne, entre guillemets. Oui, c'est rassurant. On va encore retrouver des troubles mentaux à l'ancienne. On les garde parce que c'est comme ça qu'on a l'habitude de parler, mais vous allez voir qu'aujourd'hui, on pense très différemment en recherche. Hein. Et c'est en train de passer dans la pratique. Alors donc, du coup, la grande figure de ça, c'est ce que j'ai appelé l'analyste de l'activité. Margot vous en dira plus. Et là, on va commencer à utiliser de la technologie, des objets connectés, du Web 3.0 qui permettent d'avoir des informations sur la vie des gens chez eux. Parce que finalement, jusqu'à présent, un psychiatre ne voit son patient
qu'en cabinet ou à l'hôpital. Et donc, il n'a d'informations que sur ce qu'il voit là ou sur ce que lui dit le patient. Là, on va avoir des informations sur ce qui se passe dans la vie réelle. Et on est plus dans une logique de ce qu'on a appelé l'artisan scientifiquement informé. Quelqu'un qui bricole des solutions singulières, mais avec des bases scientifiques quand même. C'est aujourd'hui ça, ou c'est même demain, mais on en sait déjà les limites. Les limites, c'est que c'est difficile à standardiser puisque c'est spécifique de chaque personne. C'est difficile à reproduire et à généraliser. Et par ailleurs, ça coûte assez cher. Parce que comme on va le voir, on a des équipes pluriprofessionnelles qui sont mobilisées autour d'une seule et même personne pour produire ces solutions singulières. Voilà. Et je passe la parole à Luc. Oui, bien sûr, on attend voir la suite, oui, parce que... Donc, moi, je vais tenter en un court temps, en quelques minutes, je vais récupérer ça, de vous emmener dans le cœur des big neuroscience, puisque c'est comme ça qu'on nous appelle, là, en tout cas ce soir, avec l'exemple aussi, un exemple qui va être très focalisé sur notre façon d'étudier certains mécanismes pathologiques et avec des techniques innovantes de traitement, des techniques innovantes d'exploration dans le cas des troubles obsessionnels compulsifs. Donc vous aurez deux aperçus de ce trouble par la science et par l'approche dont vient de parler Xavier. Alors, la première chose que je vais faire, c'est que je vais commencer par vous parler, si vous ne le connaissez pas, juste un petit peu d'une technique très nouvelle qui s'appelle la stimulation cérébrale profonde, qui est utilisée pour des maladies neurologiques comme la maladie de Parkinson ou le tremblement essentiel. Vous voyez sur cette diapositive et sur cette animation le fait que c'est une technique qui associe l'implantation d'électrodes dans le cerveau, comme vous voyez ici avec une coupe d'IRM, par voie stéréotaxique, ce qui veut dire qu'on n'ouvre pas totalement le crâne, mais qu'on fait un repérage anatomique, puis un repérage électrophysiologique pendant l'opération qui se passe généralement alors que le sujet n'est pas endormi. C'est sans anesthésie générale. Ça veut dire qu'on enregistre l'activité de ces neurones pendant l'opération? Oui, on peut enregistrer l'activité de ces neurones pendant l'opération. Vous avez ici des tracés qui sont caractéristiques de ce qu'on peut rencontrer comme activité en traversant avec des électrodes d'exploration. Puis ensuite, comme l'a montré le petit film, le boîtier un boîtier est installé, c'est un générateur comme un pacemaker et qui envoie un courant continu, c'est continu et chronique, dans des petites régions du cerveau qui sont marquées en bas à gauche de cette diapositive, qui s'appellent par exemple les ganglions de la base, dont on va reparler. Et vous avez une modélisation de l'effet du courant qui est fait sur ce petit schéma sur fond vert. Les paramètres de stimulation sont modulables par télémétrie de façon extérieure. On peut adapter ces paramètres. Alors pourquoi je vous parle de ça ? C'est parce que cette technique a révolutionné un certain nombre de choses sur le plan moteur pour des maladies comme la maladie de Parkinson. Elle a donné lieu à des observations tout à fait intéressantes sur le plan comportemental, qui sont illustrées par ces simples petites photos qui sont tirées de films. Chez le patient qu'on voit, il est au bloc opératoire et pendant une stimulation test d'une région, il a un fou rire qui est complètement contemporain des accès de stimulation électrique de petites zones très très précises dans le cerveau. Et chez cette femme que vous voyez avec une série de photos, au contraire, il y a un accès de tristesse aiguë et réversible que l'on pilote de façon tout à fait extraordinaire par la stimulation. Et ce type de choses, ça nous a fait découvrir que des zones profondes du cerveau, qui étaient connues pour réguler le mouvement, tout simplement, étaient impliquées dans un tas d'autres traitements. Alors, je vais vous parler un petit peu de ces zones. Ça, c'est la partie assez scientifique de l'exposé, mais c'est tout à fait important. Ces zones sont montrées ici dans ce schéma en bas bleu qui reçoit donc c'est le système des ganglions de la base, c'est des noyaux dans le cœur du cerveau qui reçoivent des afférences de tout le cortex. Donc c'est la partie à gauche que vous voyez et ils renvoient une information par un noyau qui s'appelle le thalamus, peu importe, vers le cortex frontal comme vous voyez sur le schéma. Alors quelles sont ces informations ? Elles sont de trois types. Il y a des informations en rouge, c'est des informations de type motrice ou sensorielle. En bleu, vous avez ce qu'on appelle des informations associatives, c'est-à-dire c'est plus les cognitions, c'est ce qui va vous donner les capacités de penser, de calculer, la grammaire, un certain nombre de choses. Et puis en jaune, ce sont des informations plutôt émotionnelles, qu'on appelle limbiques. Alors toute la question, c'est de savoir quel type de traitement ces petites zones qui sont montrées en bas à droite, là, appliquent à ces informations et quelle information elles renvoient en fait. Et pour décider, pour aider à ce que le comportement se mette en place. Or, qu'est-ce que c'est un comportement humain si ce n'est la somme en fait de motricité, d'idées et d'affect, de pensée, d'émotions.
Et ça peut colorer n'importe lequel de nos comportements, comme par exemple celui d'aller serrer la main de quelqu'un, qui est un comportement moteur très simple. Mais serrer la main de quelqu'un, c'est bien sûr dans un contexte émotionnel. Ça ne se fait pas de la même façon si vous serrez la main de quelqu'un que vous aimez, ou vous détestez, ou vous craignez, ou les positions sociales différentes. C'est inclus dans un tas de choses. Et donc l'idée, c'est que ces structures profondes, qu'on appelle les ganglions de la base, ils servent peut-être à harmoniser le traitement de ces différentes modalités, et par exemple, comme vous le montre le schéma, vous voyez, de peut-être permettre des échanges entre ces différentes types d'informations, motrices, émotionnelles ou cognitives, pour arriver à harmoniser et à produire un comportement harmonieux qui va être l'association de ce type de choses. Or, ce qui s'est passé ces dernières années, c'est que la stimulation cérébrale profonde, là vous avez une petite électrode qui tombe dans le système des ganglions de la base, qui est monté en haut à droite de la diapo, et bien, en modulant des parties très très précises de ces circuits, à permettre d'étudier ça de façon tout à fait importante. Et à la suite de ça, on a eu la possibilité d'utiliser cette technique pour traiter des troubles psychiatriques, des maladies mentales très graves qui impliquaient justement ces structures profondes. Alors c'est le cas effectivement du trouble obsessionnel compulsif. Très très rapidement, comme c'est marqué sur cette diapositive, ce qui domine les patients qui sont atteints de TOC, qu'on appelle le TOC, le trouble obsessionnel compulsif, c'est le doute pathologique, qui est un sentiment finalement totalement inapproprié face à l'incertitude. L'incertitude, c'est quelque chose que l'on connaît, avec lequel on fait dès l'âge de 2 ans, 2 ans et demi, on peut montrer qu'on traite l'incertitude, c'est quelque chose auquel on fait face, mais ce traitement de l'incertitude peut devenir complètement pathologique. Alors il y a eu des modèles qui essaient d'expliquer, de rendre compte de ce cercle vicieux qui est marqué entre obsession et compulsion. Vous avez vu une patiente qui, pour sortir de chez elle, était en train de vérifier de façon totalement continue sa porte pour être sûr qu'elle soit bien fermée. Et donc à partir de doutes excessifs, qui viennent peut-être de la production de signaux d'erreur. Vous avez l'impression que votre porte n'est pas fermée alors qu'elle est fermée. Il y a un soulagement par une tension, par le comportement. Et tout l'intérêt, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui est dysfonctionnel dans le cerveau avec ce type de choses. Alors, il se trouve qu'on a observé que la stimulation de zones très petites dans le cerveau, donc dans ces fameux ganglions de la base, en l'occurrence dans le noyau sous-thalamique, mais peu importe, entraîne une amélioration de ces troubles obsessionnels compulsifs. Et on l'a fait également chez des patients très sévères, dans plusieurs CHU en France. On a montré que c'était efficace. Et ça, c'est tout à fait important, mais on va aller un petit peu plus loin. Et c'est maintenant qu'on va commencer sur la véritable innovation de notre démarche. Parce que qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de comprendre, et là, je voudrais vous montrer comment on a cette démarche en neurosciences. On a essayé de comprendre qu'est-ce qui, dans le cerveau, était impliqué dans le mécanisme, par exemple, de vérification. Pourquoi vous allez vérifier 50 fois votre porte quand vous avez un TOC ou pas? Alors pour ça, on a créé une situation expérimentale pour reproduire des vérifications. Donc c'est marqué sur la partie en haut à gauche de cette diapositive. Vous avez une petite tâche qu'on a développée sur ordinateur. C'est un exercice comme un jeu. C'est le jeu des différences des images. Vous avez une image qui apparaît, puis elle disparaît, puis elle réapparaît. Et vous devez décider si elle est absolument identique à celle que vous avez vue avant ou si elle est un petit peu différente. Et ensuite, c'est quand vous avez le yes or no qui est marqué, c'est ici, ça veut dire que vous avez votre feedback, vous savez si vous vous êtes trompé ou pas. Mais avant, vous avez un écran qui apparaît devant vous, qui est celui-ci, où là, en fonction de là où vous cliquez, avec un bouton, peu importe le dispositif, c'est-à-dire vert ou rouge, si vous cliquez sur vert, alors vous avez la possibilité de revoir la première image et de refaire l'exercice. Vous voyez, si vous n'êtes pas sûr, en quelque sorte. Ouais. Et ça marche très très bien chez les patients qui ont des TOC, qui vérifient tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, ils font une boucle comme ça et ils ont du mal à en sortir. Donc voilà. Et c'est comme ça qu'on peut étudier un mécanisme. Alors après, le reste de la diapositive montre les dispositifs de neurosciences pour localiser des activités très précises dans le cerveau. C'est-à-dire qu'on a fait cette tâche aux patients qu'on opérait, pendant qu'on les opérait, et on a enregistré des neurones dans le cerveau qui étaient liés à cette tâche. Et alors, qu'est-ce qu'on a vu? Eh bien, d'abord, on est parti sur l'idée que c'était intéressant d'étudier ça parce que vous avez à nouveau un schéma là qui est représenté. Il y a le cortex à la surface du cerveau qui est en haut. Et vous voyez que ce cortex envoie un certain nombre d'informations dans le système des ganglions de la base qui est montré de façon éclatée en dessous, en fonction des différents territoires dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il envoie une série de comportements possibles face à une situation. Puis ces comportements font l'objet d'un tri en fonction de l'information contextuelle qui est montrée ici. Il y a un seuil décisionnel et puis vous allez avoir un comportement. Si j'ai envie de prendre ce verre d'eau, j'ai peut-être plusieurs comportements qui partent, comme celui qui serait de toucher mon voisin. Puis finalement, celui qui va être choisi, c'est celui qui va faire que je vais prendre ce verre d'eau parce que j'ai envie de boire. Et c'est comme ça que c'est choisi. Bon, ça, c'est très simple, évidemment. Il y a une intégration, il y a une sélection du comportement. Alors, qu'est-ce qu'on a vu
dans nos patients qui étaient confrontés à cette tâche de vérification. On a vu quelque chose de tout à fait extraordinaire qui est marqué ici. Et alors, je vous demanderai de vous focaliser surtout sur la partie droite de la diapositive. En fait, l'activité des neurones du noyau sous-thalamique, quelques millisecondes, quelques centaines de millisecondes juste avant la décision de vérifier ou pas la première image, et vous vous rappelez de l'écran lors de la tâche, ça c'est l'écran où vous avez juste à choisir si vous allez voir votre réponse ou si vous préférez voir l'image et refaire l'exercice. Eh bien, les mêmes neurones, c'est des dizaines de neurones chez des patients, ils ont une activité qui est différente en vert en rouge, selon que l'essai va être suivi justement soit de la vérification, soit d'aller voir si on s'est trompé ou pas. En d'autres termes, l'activité de ces neurones prédit votre comportement de vérification. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça, c'est notre façon de raisonner, c'est-à-dire, en gros, on se dit, tiens, on a trouvé une région dans le cerveau, en tout cas, qui est liée à un réseau, qui est très, très fortement lié à la vérification. Et avec un certain nombre d'autres choses, d'autres techniques, ça nous a amené à faire ce modèle qui vous est exposé sur cette diapositive. C'est l'idée qu'il y a un problème dans les patients qui ont des TOC, qui est un manque de confiance dans l'information disponible, un défaut métacognitif, peu importe, et qu'arrive dans cette petite zone qui est nostrothalamique un seuil augmenté qui ne va pas laisser passer les comportements autres que ceux qui seraient destinés à accumuler de l'information. D'où le fait d'une vérification qui se met en place. Et après, il y a d'autres processus dont on va reparler, qui sont que ces comportements deviennent des routines et deviennent complètement inscrites dans le fonctionnement, et le patient ne peut plus s'en détacher. D'autant que le doute est toujours là pour l'alimenter. Et l'idée, c'est qu'évidemment, la stimulation, pourquoi ça fonctionne ? Ça marcherait peut-être en modifiant ce seuil et en permettant à d'autres comportements de coexister. Alors, une fois qu'on en est là, on se dit, tiens, on a un modèle physiopathologique de la compulsion, c'est-à-dire on a un problème de doute, aussi qui peut être lié à un manque de confiance avec des aspects motivationnels dont je ne parlerai pas là. Et puis, il y a une vérification qui se met en place. Mais l'idée, c'est finalement, comment on peut étudier le fait d'aller un petit peu plus loin. Parce qu'on peut soit voir la stimulation comme une sorte de thérapeute comportemental avec une pique dans le dos des patients qui leur permet de choisir devant deux situations. Mais ce qui est tout à fait intéressant, c'est de comprendre pourquoi ces comportements ne se déshabituent pas. Pourquoi ces comportements qui sont ritualisés restent là et ne sont pas modulables. Et pour ça, on recourt à des modèles, et notamment des modèles chez l'animal. Et là, je vais vous en parler un tout petit peu. Et je suis obligé de vous parler juste d'une petite technique au passage, mais qui fait partie de l'innovation et qui fait partie actuellement de techniques d'innovation en neurosciences pour comprendre les maladies mentales. C'est l'optogénétique. Alors, qu'est-ce que c'est l'optogénétique ? C'est une technique qui consiste à rendre nos neurones sensibles à la lumière. Alors, vous avez sur cette animation, par un virus que vous injectez dans des neurones, vous permettez de faire rentrer une séance codante qui va faire exprimer une protéine particulière qui vient des algues, en fait, et qui est une opsine, et qui est sensible à une longueur d'onde particulière. Et cette protéine est liée à une protéine qui va canal, qui permet de déclencher des potentiels d'action. En résumé, vous rendez des neurones pilotables par un rayon lumineux. Et ça, c'est tout à fait extraordinaire parce que ça a révolutionné notre approche, car ça permet, comme ce schéma le montre en bas, d'avoir une spécificité tout à fait importante sur la stimulation des neurones. C'est-à-dire que quand vous avez une stimulation électrique, comme ce qui est montré en bas à gauche, vous stimulez toute une population de neurones, ils peuvent être très différents et vous ne savez pas ce que vous faites. Si vous stimulez de façon optogénétique, vous décidez de la population de neurones que vous stimulez, et vous êtes beaucoup plus précis, y compris temporellement. Alors, comment on peut utiliser cette technique ? On peut l'utiliser en amenant de la lumière dans le cerveau, comme c'est montré ici, par des canules, et on irradie le cerveau, et on peut avoir des réactions liées à la modification des neurones. Alors, qu'est-ce qui nous intéresse ici ? C'est de le faire chez des souris, mais chez des souris tout à fait particulières. C'est-à-dire, c'est des souris qui ont un gène, qui sont mutées génétiquement, et elles ont un gène qui rentre justement dans la construction de synapses de ce système dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui s'appelle les ganglions de la base, en l'occurrence le striatum, peu importe. Et qu'est-ce qu'elles font, ces souris mutées ? Elles se grattent le nez, elles se grattent les moustaches en permanence, elles ont même des petites lésions cutanées suite à ça. Et alors, qu'est-ce qui est intéressant dans ce modèle ? C'est quand on confronte ces souris à un modèle de conditionnement avec de l'eau qui tombe sur les moustaches. Alors, je vous montre, c'est la partie juste où je vous demande encore un peu d'attention. Vous avez un dispositif où vous avez une souris qui est dans un dispositif, vous voyez en haut à gauche, et qui reçoit une goutte sur ses moustaches. Quand une souris reçoit une goutte sur ses moustaches, elle se lisse les moustaches, ça c'est totalement normal. C'est un comportement de toilettage, de grooming, tout à fait logique. Après, vous conditionnez
le fait que cette goutte tombe a un son qui arrive juste avant, ce qu'on appelle un conditionnement opérant. Puis Pavlov, tout le monde connaît ça. Quand elle entend le son, même si la goutte ne tombe pas, la souris va se lisser les moustaches. Puis après, la goutte tombe. Alors quand vous faites ça chez les souris, c'est le graphique qui est ici à gauche. Il y a marqué WT en haut, c'est wild type, c'est pour les souris sauvages, c'est-à-dire des souris normales. Elles se conditionnent au son, c'est-à-dire qu'elles se mettent à se gratter quand elles entendent le son, et puis au bout de 600 essais, elles se déconditionnent, c'est-à-dire qu'en fait, bon, c'est comme si elles avaient compris. Mais ça, c'est une explication anthropomorphique. Enfin, c'est pas du tout, on ne sait pas si c'est ça. Elles se déconditionnent, ça veut dire qu'au bout de 600 essais, quelque part, elles comprennent que c'est pas la peine de se gratter quand il y a le son qui arrive, mais qu'il faut juste attendre que la goutte tombe. Et là, on se gratte toujours. Et elles se déconditionnent, on le voit très bien. Eh bien, vous voyez ici, à droite, ce sont nos souris mutées dont je vous ai parlé. Elles se conditionnent ici au son, mais plus jamais elles ne se déconditionnent. Et ça, c'est tout à fait intéressant parce que ça représente pour nous quelque chose qui est dans un modèle très proche de la façon dont les TOC naissent chez l'enfant, où des rituels se mettent en place et on n'arrive plus à les éteindre. On a des thérapies comportementales pour ça, mais des fois, ça ne marche pas. Alors, pour aller un tout petit peu plus loin, je vais finir, c'est qu'en plus, si, grâce à l'optogénétique, comme c'est marqué ici sur ce graphique, on arrive à stimuler une voie très particulière qui part du cortex et qui va sur ces ganglions de la base, dans une zone très particulière qui est dans le striatum, pendant la zone bleue que vous voyez ici, qui est la stimulation optogénétique, eh bien, la souris, pendant cette stimulation, récupère, la souris mutée, récupère sa capacité à inhiber son toilettage. Et elle ne perd pas le comportement. C'est-à-dire que quand la goutte tombe, elle se nettoie toujours. Et donc, on montre là de façon très précise, il y a même un petit film qui va montrer la souris qui le fait, mais enfin, c'est un peu compliqué à voir, qui se voit là. Eh bien, on peut montrer par une analyse de circuit très, très précise qu'on a trouvé un circuit qui joue un rôle très majeur sur l'inhibition, sur le contrôle de ces comportements qui sont surappris, qui sont complètement répétés et envahissants. Alors, à la suite de ça, l'étape suivante, sur laquelle on travaille nous actuellement, ça va être de confronter à la fois des sujets sains et des patients qui souffrent de TOC à des situations d'incertitude avec d'autres modèles et essayer aussi de construire des modèles où on va confronter des souris à l'incertitude pour des prises de décision, car on peut le faire également chez l'animal, et on va voir si finalement ces souris qui ont des compulsions, est-ce qu'elles n'ont pas non plus une anomalie de traitement de l'incertitude. Voilà, je crois que c'était un exemple de démarche, c'est un petit peu compliqué sans doute, mais c'est pour essayer de montrer comment aujourd'hui, avec des outils très modernes, on peut essayer de comprendre et de décomposer certains mécanismes. Et vous voyez qu'on est assez loin, effectivement, comme l'a dit Xavier, d'une vue globale sur la maladie. On s'intéresse à des processus très précis. C'est absolument fascinant, c'est très clair, je vous rassure. J'ai un certain nombre de questions qui me viennent. On a l'impression que vous êtes un ingénieur de la psyché avec ces circuits. On a tous une capacité à affronter l'incertitude qui est variable d'une personne à l'autre. Je ne sais pas dans quel micro je parle, celui-là il marche. Bon. Qu'est-ce qui fait finalement que, voilà, par exemple dans la salle, vous avez des gens qui vont plus ou moins supporter l'incertitude. Est-ce que c'est ce circuit qui va être plus ou moins efficace ? Est-ce qu'il y a une variabilité comme ça dans l'efficacité de ces circuits ou c'est tout ou rien? Et la question aussi qu'on peut se poser, c'est finalement qu'est-ce qui fait que ce circuit ne va plus fonctionner? Vous avez montré une souris qui avait un problème génétique. Alors on se dit, est-ce que chez les humains qui supportent moins bien l'incertitude, qui cherchent à tout vérifier, au départ il y a un patrimoine génétique qui est différent, ou c'est quelque chose qui s'est précipité face à certains événements de vie? Est-ce qu'on arrive à démêler ces choses-là? Alors, c'est deux excellentes questions. La première, c'est évidemment, pour répondre, c'est tout le champ des neurosciences sur la métacognition, par exemple, et qui effectivement montre, comme vous l'avez dit, il y a, si on égalise les capacités de cognition, c'est-à-dire que, par exemple, pour vous illustrer une tâche métacognitive, je peux vous demander à tous dans la salle de faire une opération mathématique, 7 moins 12 plus 15, bon, vous allez faire plus ou moins rapidement. Et puis après, je vais juste vous dire, mais est-ce que vous êtes sûr de votre réponse? Alors, vous voyez que c'est deux processus cognitifs différents. Le premier niveau, c'est la cognition de niveau 1. Vous faites l'opération mathématique. Le deuxième niveau, c'est la métacognition. Vous êtes en train de juger votre propre réponse. Et je peux même vous poser une troisième question de métacognition, c'est est-ce que vous êtes bon en maths en général? Vous voyez que c'est compliqué, mais vous avez la capacité de dire ah oui, non, ça, je suis vraiment mauvais dans ce genre de truc-là, ou ah oui, je suis très bon. Donc, on a cette capacité plus ou moins consciente de juger nos propres capacité cognitive. Et ce qu'on arrive à montrer pour répondre à votre question, c'est que même en égalisant les performances de la cognition de niveau 1, c'est-à-dire par des artifices où l'on étudie les processus cognitifs et on arrive à égaliser les performances, on montre effectivement qu'il y a comme une carte d'identité
de la métacognition, c'est-à-dire des capacités métacognitives pour le jugement de confiance, par exemple, qui est différente entre les individus. Et par exemple, si vous prenez l'Android Data dans Star Trek, il a une métacognition totale, c'est-à-dire qu'il sait parfaitement quand il sait, et il sait parfaitement quand il ne sait pas. Et vous voyez que la métacognition, c'est pas savoir ou ne pas savoir, c'est savoir qu'on sait ou savoir qu'on ne sait pas, ce qui au passage est extrêmement utile pour l'éducation. Ce qui fait que la métacognition est un des enjeux des sciences de l'éducation notamment. Donc ça, c'est tout à fait particulier. Alors après, de savoir comment les circuits c'est ce qu'on fait, c'est ce que je viens de vous montrer, hein, c'est un exemple, mais alors c'est un petit bout d'un programme. Évidemment, derrière, il y a beaucoup d'autres choses à étudier. C'est très compliqué, on avance étape par étape. Ce qui est important, c'est toujours d'avoir cette démarche scientifique qui te pose une hypothèse dont on sait qu'elle est fausse en fait, mais on va la tester jusqu'à qu'on montre qu'elle est fausse quelque part, en essayant de comprendre comment on avance étape par étape, selon la méthode d'expérimentation. Voilà. Donc on n'a pas de réponse claire à vous dire sur... je vous ai montré, il y a des pistes. Effectivement, la génétique, il y a une vulnérabilité génétique qui existe. Maintenant, les études génétiques ne suffisent pas à montrer, hormis peut-être quelques cas très particuliers, de mutations très rares dans quelques familles, on sait juste qu'il y a une héritabilité de ce nombre de choses, mais on n'arrive pas à caractériser de façon claire pourquoi ça vient. Pourquoi un sujet va se mettre à entrer dans un trouble obsessionnel compulsif qui va être sévère. Alors là, on retombe sur le début de la conférence, c'est qu'il y a une conjonction de choses. Dans ma façon d'être très, très classique, j'étais en mode bio-psychosocial. Et puis, l'expérience montre que peut-être que c'est intéressant d'interroger ce paradigme et de peut-être renverser les hiérarchies des approches disciplinaires. Disons qu'on a toujours dit biopsychosocial en disant bon, le premier modèle biologique. Aujourd'hui, un certain nombre de choses, que ce soit dans le domaine d'ailleurs des sciences, en épigénétique, mais dans un tout autre domaine, nous montre que il est en tout cas intéressant de se poser la question de la hiérarchie des domaines. Car même quand on a beaucoup de pistes de biologie, on n'arrive pas toujours à trouver finalement une cause identifiable. Ouais. C'est un certain nombre de choses qui sont complexes. Oui, Luc Mallet, vous avez montré là, des résultats très spectaculaires sur les TOC. Il y a quoi, 1 million de personnes à peu près en France qui sont affectées par les TOC. C'est 2-3% de la population. Ouais. C'est beaucoup de gens, c'est 2 à 3%, et puis les TOC sévères, c'est une partie de ces 2 à 3%, disons. Et là, vous êtes à l'étape que Xavier Briffaut appelait celle du neuroscientifique, avec les gros outils. Et on se dit peut-être qu'il y a d'autres maladies mentales pour lesquelles on peut aussi identifier des réseaux comme ça. Ou est-ce que le TOC, c'est vraiment... Non, bien sûr. Oui. J'ai vraiment pris un exemple très précis parce qu'on ne pouvait pas, dans le temps imparti, j'ai préféré prendre un exemple et aller un peu loin, j'espère pas trop loin, pour amener les gens vers une démarche scientifique, parce que sinon on est dans le saupoudrage. On pouvait faire un catalogue. Hein. Il y a évidemment des recherches tout à fait avancées pour la dépression, pour les troubles bipolaires, pour la schizophrénie, pour les troubles des conduites alimentaires. Il y a des choses tout à fait pointues. C'est vraiment une option, c'est un a priori pour montrer un exemple de démarche. Mais cette démarche, elle existe dans tous les troubles mentaux actuellement. Il y a plein d'équipes tout à fait compétentes qui, évidemment, développent plein d'autres choses dans plein d'autres troubles mentaux. Il y a des circuits de la dépression, des circuits de la schizophrénie. Il y a des circuits de la dépression qu'on identifie, il y a des circuits de la schizophrénie. Alors, des circuits de la schizophrénie, bon, c'est des maladies de déconnexion. Enfin, après, on peut en parler dans le détail. Après, il y a une autre démarche qui est intéressante, c'est celle aussi qu'on a évoquée, Xavier a montré avec cette diapo d'éclatement des catégories. C'est qu'on n'est pas obligé... On peut se demander si on est obligé de connaître toute la cascade des événements neuronaux, par exemple, si on arrive à trouver une cause, par exemple, immuno-inflammatoire à une maladie, qui va déclencher de choses, où il serait peut-être très, très, très compliqué de faire toute la démarche moléculaire qui va être entraînée par un certain nombre de choses, si en donnant un anti-rétroviral ou une immunoglobuline particulière, on arrive à guérir les gens, par exemple. Et ça, ces nouvelles analyses pourraient résulter justement de l'analyse des big data. Tout à fait. Ouais. Enfin, en tout cas, ça peut vraiment aider. Oui. D'accord. On ne va pas éventer toute la suite du sujet. Je vais vous demander, peut-être, Margot, de me dire ce que vous inspire le fait d'être un artisan scientifiquement informé. Pour reprendre les termes de Xavier Briffaut, c'est ainsi qu'il vous décrivait. Est-ce que vous êtes un artisan ? Une artisane, je pense, en quelque sorte. Donc, je vais essayer de vous illustrer ce 4e mouvement décrit par Xavier avec un exemple de recherche, un exemple concret de recherche que nous menons actuellement. Donc, toujours avec les personnes qui ont des troubles obsessionnels compulsifs, les TOC. Donc, il y a déjà eu plusieurs cas présentés. Pour reprendre brièvement, le TOC, c'est donc principalement des obsessions qui sont des pensées intrusives et des compulsions qui sont des rituels que la personne se sent obligée d'effectuer, même si on considère elle-même souvent le caractère absurde.
Donc on sait aujourd'hui qu'il y a des traitements qui sont considérés comme efficaces pour prendre en charge ces troubles, qui peuvent être psychologiques et ou pharmacologiques. Et pour les troubles les plus sévères et les plus résistants, les patients peuvent bénéficier de protocoles de recherche de stimulation cérébrale profonde, comme Luc en a présenté précédemment. Cependant, on s'aperçoit que l'efficacité de ces traitements n'est pas pour tout le monde ou pas pour tous les symptômes et qu'il reste ce qu'on appelle des symptômes résiduels. C'est-à-dire que même si l'amélioration peut être importante, voire considérable, il peut rester une gêne, voire des problèmes au quotidien qui vont altérer le fonctionnement de la personne, qui peut être dans ses relations familiales, amicales, professionnelles ou autres. Et donc le projet que je vais vous présenter maintenant s'inscrit dans un mouvement qu'on appelle de sciences participatives. Et l'idée est vraiment justement d'agir précisément sur le handicap et le retentissement fonctionnel généré par les troubles. Donc on n'essaie pas de diminuer les symptômes, mais de diminuer les conséquences qu'ils ont au quotidien pour la personne. Donc l'hypothèse qu'on fait, c'est que les TOC ne sont pas que dans la tête de la personne, mais qu'ils sont davantage dans la relation entre la personne et son environnement. On fait l'hypothèse qu'il pourrait par exemple y avoir des environnements qu'on pourrait qualifier de tocogènes, c'est-à-dire qui favorisent l'expression du trouble, tandis que d'autres pourraient être des environnements neutres, voire peut-être pourquoi pas tocolytiques, c'est-à-dire protecteurs du trouble. Donc jusqu'à présent, on a pu agir directement sur l'environnement de façon statique, mais maintenant avec toutes les nouvelles technologies, le Web 3.0 et les objets connectés, offre vraiment la possibilité d'agir de façon dynamique sur la relation entre la personne et son environnement. Donc toujours poursuivant l'idée que le problème n'est pas associé uniquement à la seule personne. Donc pour illustrer ça, j'ai donné l'exemple d'une des participantes de notre recherche qui devait passer chez elle l'aspirateur 4 heures par jour, pas uniquement parce qu'il fallait que l'appartement soit propre, mais parce qu'il fallait qu'elle respecte l'alignement des lignes du parquet lorsqu'elle passait l'aspirateur. Et donc, elle a utilisé un aspirateur intelligent, un robot qu'elle a mis chez elle et qui lui a fait gagner, selon ses dires, 3h56 de rituel par jour, puisqu'elle n'avait plus besoin que de uniquement 4 minutes pour changer le dispositif de pièce. Donc, ce qui est important ici, c'est qu'elle a fait confiance au robot en question et qu'elle n'a pas remplacé par de nouveaux rituels. Mais on voit cependant apparaître ici l'importance cruciale qui est de pouvoir l'accompagner dans le réinvestissement de ce temps considérable gagné pour pouvoir réinvestir justement les activités et la participation sociale qui a été décrit dans la classification du fonctionnement. Donc, j'arrête juste. Donc, chez cette patiente, le problème pour elle, c'était pas que ce soit propre ou sale, mais c'est qu'il fallait que ce soit bien aligné, c'est ça ou... Alors en fait, il fallait que ce soit propre, oui. Et se surajouter à ce problème qu'il faut que ce soit propre, un autre rituel qu'il fallait respecter l'alignement. Et donc l'aspirateur, en venant là, ne faisait pas que rendre propre l'appartement, enfin, il le faisait, mais il lui permettait d'éviter de se trouver confronté à l'environnement tocogène, c'est-à-dire au fait qu'il y ait des lignes dans le parquet, puisque en quelque sorte, ça lui faisait changer de paradigme, quoi. Maintenant, l'important était que c'était propre et ça suffisait. Donc c'est un aspirateur qui suit des lignes très précisément. Il a un système de navigation. Comment il fait? Pas du tout. C'est pour ça que justement ça change complètement de paradigme. C'est-à-dire qu'elle du coup, elle n'est plus confrontée à devoir le passer elle-même. Et du coup, le problème initial qui est juste que ce soit propre ou pas, étant résolu, il annule en quelque sorte le second problème qui était surajouté d'alignement. C'est-à-dire que du coup, le deuxième problème n'a plus cours en fait. Le problème d'alignement, c'est pour ça que vous montriez des petits légumes alignés au début. C'est un toc aussi, les gens qui... Parce que je reconnais des gens qui mettent toujours les tranches de saucisson toute droite à l'apéritif. Effectivement. J'avais pas repris, mais effectivement, il y a de très très nombreuses thématiques et d'obsessions et de compulsions, dont l'une est l'alignement et le besoin que les objets soient alignés de façon strictement symétrique. Et particulièrement là, on voit bien que l'environnement peut avoir un rôle à jouer particulièrement important pour être plus ou moins aligné. D'accord. Ok. Donc vous dites, nous, on va mettre un aspirateur plutôt que de mettre une électrode. Par exemple. Mais on peut mettre l'aspirateur à une personne qui a une électrode, en fait. En l'occurrence, c'est le cas. C'est-à-dire qu'effectivement, comme je disais tout à l'heure, les traitements peuvent, même s'ils sont efficaces et avoir une amélioration significative, ce qui est le cas de cette personne, quand même peuvent subsister des problèmes, des conséquences, voire un handicap au quotidien. Et notre démarche vise vraiment à agir sur ces conséquences. Donc on est vraiment une démarche qui est complémentaire à la démarche thérapeutique, y compris de stimulation cérébrale profonde. Et en venant s'associer et venant complémenter, peut-être jusque-là se sont arrêtées les techniques classiques. D'accord.
Notre idée dans notre recherche, c'est de développer des solutions sur mesure au domicile des personnes paritaires avec l'équipe transdisciplinaire qui sont des sociologues, psychologues, ergothérapeutes, designers, ingénieurs, psychiatres. Et j'insiste sur le fait que ces personnes sont paritaires avec l'équipe parce que c'est vraiment là que vient la nouveauté, c'est la nouvelle considération pour ce qu'on appelle le savoir expérientiel, l'expertise expérientielle des personnes. C'est-à-dire à la fois ses savoirs théoriques qu'elle a sur son trouble, mais aussi et surtout son savoir issu de son vécu du trouble, de son vécu subjectif qu'il n'est pas possible d'avoir accès de l'extérieur. Donc c'est pourquoi pour nous il est très important dans notre démarche d'inclure les personnes très en amont de la conception pour réfléchir à des solutions. Alors là j'ai choisi ces 2 photos pour illustrer le fait que c'est pas du tout anodin d'aller au domicile de personnes qui ont des troubles très sévères. Donc on voit sur la photo de droite, c'est chez une participante chez qui on allait. Ça faisait 4 ans que personne n'était arrivé chez elle quand on est venu pour la première fois. Donc il a fallu mettre un gant en plastique pour faire le code, ne surtout rien toucher dans la cage d'escalier, se laver les mains à son domicile, mais c'était elle qui manipulait le robinet pour l'ouvrir et l'éteindre, ne surtout rien faire tomber au sol et ne pas se toucher la section du corps allant des pieds aux genoux, puisque pour elle, le sol était contaminé et ça pouvait se propager jusque-là. Et sur la seconde photo, une autre personne chez qui personne n'est allé depuis 6 ans quand on allait à son domicile. Donc on a fait le premier entretien avec Xavier pendant 3 heures debout dans son hall d'entrée. Et elle a accepté qu'on puisse revenir avec Yannick Hung, l'ergothérapeute en photo, et qu'on puisse aller dans les autres pièces à condition de mettre des surchaussons et une charlotte, puisque un de ses tocs principaux était la présence de cheveux dans son environnement. Donc autant vous dire que j'étais monstrueuse pour elle. Mais c'est pas une phobie, ça, c'est un toc. C'est un toc. Ouais. Du coup, on voit justement apparaître ici l'importance de la relation de confiance faite avec la personne pour qu'elle accepte qu'on puisse arriver dans son environnement, alors que même ses personnes les plus proches n'avaient pas pu venir, ce qui, en plus, crée une souffrance assez importante pour les personnes. Ah oui. Donc on a vraiment réfléchi et développé toute une méthodologie pour arriver à faire ces solutions, qui est une méthodologie de conception participative et personnalisée, qui est, on va dire, en situation réelle et en temps réel. Donc les solutions sont développées par, pour et avec les personnes. Donc là, on voit une photo de l'ergothérapeute qui dessine précisément les plans de l'appartement d'une des participantes, ce qui lui permet par la suite de faire ce qu'on appelait un chronoergomètre, donc vous voyez en haut à gauche, qui est une représentation en fait de la journée de la personne, toujours dans l'idée d'essayer d'identifier est-ce qu'il y a des situations tocogènes qui sont propices à effectuer des tocs ou d'autres situations où la personne aurait moins besoin de les effectuer. Il y a également du coup des représentations en 2D et en 3D de l'appartement qui permettent d'identifier de façon très fine et très précise où est-ce que surviennent les obsessions, où est-ce que surviennent les compulsions, quelles sont leurs natures et le temps nécessaires pour effectuer chacun de ces manifestations. Donc après cette première phase, qu'on pourrait dire une phase de coévaluation de la situation et d'analyse des besoins de la personne, on retourne au laboratoire, on commence à dessiner nos plans, nos schémas, nos modélisations et à réfléchir aux solutions. Mais le point important dans notre recherche, c'est qu'on ne reste pas longtemps seul dans notre laboratoire et qu'on y invite très rapidement la personne participante à nous rejoindre. Et donc là, on voit notamment les modélisations donc, de l'appartement qui sont un véritable outil dans la relation. Ce n'est pas juste un outil graphique ou technologique, ça a vraiment une utilité. Ça permet déjà à la personne qui a des TOC de pouvoir réfléchir à des solutions dans un environnement non anxiogène, parce qu'on a vu tout à l'heure que c'est quand même pas simple pour elles d'être dans leur environnement. Ça leur permet également de s'approprier au fur et à mesure des réunions les dispositifs qui seront installés chez elles par la suite et de ne pas tout d'un coup voir débarquer chez elles des objets. Et surtout et par-dessus tout, ça permet aux personnes de s'acculturer à l'équipe de recherche et ça matérialise vraiment le fait qu'elles sont paritaires et actrices à part entière dans le dispositif. Là, par exemple, face à cette interface, qu'est-ce qu'elle va... Oui, alors là, justement, on voit dans la vidéo qui est ici la participante, alors on ne le voit pas, mais elle-même a un pointeur, en fait, et pointe dans le diaporama et dans son environnement réel les éléments de la situation qui posent problème et les dispositifs qu'on a commencé à élaborer, puisque l'idée, vraiment dans l'idée de la personne paritaire, c'est que nous, on peut faire des propositions et que la personne puisse vraiment dire « Ah non, moi, ça ne me convient pas » ou « On pourrait l'améliorer » ou « Il faudrait faire autrement » et suggérer elle-même ses propres solutions. Donc ça matérialise vraiment, c'est un outil de collaboration avec la personne et l'équipe pluridisciplinaire.
Et la personne donc, chez qui vous êtes allé, c'était toujours la même que celle qui supportait pas la saleté et les cheveux? Alors celle-ci, c'est celle chez qui il fallait faire le code pour rentrer chez elle et avec toute une problématique liée aux microbes et la contamination des microbes. Elle a de nombreux autres thèmes d'obsession et de compulsion. Voilà, j'ai choisi celui-là pour... et donc là, vous avez essayé d'aménager son environnement Alors là, notamment, en l'occurrence, dans cette séance particulière, on réfléchissait effectivement à ce problème de propagation de la contamination. Et l'idée que lorsqu'elle met un manteau, par exemple, qu'elle va à l'extérieur avec, quand elle rentre, il est contaminé de l'extérieur, donc elle doit le laver, y compris des manteaux en cuir, par exemple. Donc le laver à la machine à laver, c'est compliqué, c'est coûteux. Et donc l'idée qui a émergé dans les séances de co-conception était de créer un cintre comme intercalaire qu'elle puisse mettre entre ses vêtements pour éviter la propagation des microbes de l'un à l'autre. Voilà. Un des exemples de choses qui était ce qui nous occupait ce jour-là. Donc après la phase de co-analyse et la phase de co-conception vient la phase de fabrication des dispositifs qui peut elle-même être une phase de co-construction grâce aux nouveaux lieux que sont les Fab Labs, qui sont des ateliers de fabrication numérique, comme il y en a d'ailleurs ici à la Cité des Sciences. J'ai mis la photo ici. Et donc ces lieux sont vraiment totalement congruents avec l'esprit de notre recherche, puisque c'est des lieux de collaboration où il y a des outils numériques, des machines, des outils qui sont mis à disposition des personnes. Et vraiment, l'idée est centrée sur l'innovation, centrée sur l'utilisateur. Donc après cette phase de construction, les dernières phases de notre démarche sont donc l'installation au domicile et l'évaluation avec les personnes. Donc là, il y a un outil numérique qui a été créé pour cette dame. C'est ça ou comment ça se passe? Alors, il y a plusieurs dispositifs. Je vais illustrer là par un dispositif qui est non numérique, justement, mais j'expliquerai après pourquoi. Mais oui, on a aussi développé des choses numériques. J'ai choisi, au contraire, d'illustrer ça par un outil technique. Mais bon. Donc, la personne, une de nos participantes, a donc un TOC très sévère, évalué à 37 sur 40, qui est sur la Yale Box, qui est l'échelle de référence pour évaluer ce trouble. Donc, la Yale Brown Obsessive Compulsive Scale, pour ne pas dire de vilain acronyme. Donc, elle a de très nombreux thèmes d'obsession et de compulsion, dont l'un d'entre eux est ce qu'on appelait le TOC de la boîte aux lettres, où elle a besoin de s'assurer que la boîte aux lettres est bien vide et de vérifier qu'une lettre ne s'est pas égarée dans les recoins. Donc on voit là, toujours suivant l'idée que ce n'est pas que dans la tête, mais dans l'environnement, que pour quelqu'un qui a un TOC, l'environnement a fort à être vérifié. C'est-à-dire qu'on a envie d'aller mettre les doigts pour s'assurer qu'il n'y a pas quelque chose dans les recoins qui sont non visibles. Donc ça lui prend beaucoup de temps par jour, ça lui crée une angoisse qui est liée au TOC en lui-même et auquel vient se surajouter une angoisse sociale, puisque ça se passe dans un endroit qui est le hall de l'immeuble où des voisins peuvent passer, ce qui peut être potentiellement très ontogène pour la personne. Donc on vient se surajouter encore de l'anxiété. Donc pendant les réunions de co-conception, justement, on avait évoqué le fait de faire développer des outils connectés qui permettent sur son smartphone de vérifier à distance si une lettre est rentrée ou pas dans la boîte aux lettres. Mais finalement, la participante a préféré opter pour une solution technique. Donc on voit ici Céline Jamy, la designeuse, et donc notre équipe avec le prototype qu'elle avait fait en Fab Lab, en fait, qui est l'intérieur d'une boîte aux lettres. Donc l'idée qu'a préférée la participante était de combler les trous et de modifier l'environnement afin d'en modifier également la perception. Donc là, ça fait peut-être à peu près 8 mois qu'on a installé le dispositif chez elle et désormais, une seule exploration visuelle de la boîte aux lettres lui suffit. Elle n'a plus besoin d'aller l'explorer de façon tactile. Oui. C'est-à-dire qu'elle est transparente ou non? Elle n'est pas transparente, elle comble entièrement les vides et elle donne une perception immédiate de la viditude, on a utilisé du sentiment que la boîte aux lettres est bien vide. C'est-à-dire que l'environnement lui apparaît de façon plus immédiate comme n'ayant pas une lettre cachée dans un recoin, puisque ça a fait disparaître les recoins. Et chose importante, le dispositif reste bien invisible des voisins, qui était une des choses très importantes dans le choix de ce dispositif, notamment dans le choix de la couleur. On aurait pu aussi, par exemple, choisir plusieurs couleurs qui permettent plus aisément au niveau de l'exploration visuelle de voir que c'était vide, mais elle a préféré favoriser le fait que ça reste bien invisible aux voisins. Donc on voit qu'effectivement la conception est extrêmement importante parce que chaque chose, rien n'est laissé au hasard, quoi. La couleur, le fait que ce soit technique, etc., tout est pensé en fonction du trouble. Et encore une fois,
de son retentissement, c'est-à-dire retentissement y compris Et social. puis c'est totalement personnalisé, vous ne pourrez pas généraliser ça d'un C'est ça. patient à l'autre. Donc on en vient à l'aspect extrêmement coûteux aussi Mais de l'opération. oui, et c'est peut-être moins coûteux que d'avoir quand même quelqu'un qui est handicapé par son TOC pendant des années. Oui, Parce alors que- c'est exactement l'idée de ce qu'on essaie de faire dans notre recherche. Et ce qui nous apparaît, c'est que de créer ce qu'on appelle un cercle vertueux, c'est-à-dire que nous, on vise à diminuer le retentissement des symptômes, mais on espère bien améliorer la qualité de vie des personnes, améliorer leur capacité d'agir et du coup, in fine, pouvoir avoir une action sur le trouble en lui-même. Et là, elle passe du coup combien de temps pour vérifier? Maintenant, elle passe entre 20 secondes et 1 minute. Donc, elle a largement diminué le temps à ce rituel. Et du coup, voilà, elle n'a plus besoin de vérifier tactilement. Donc, elle est moins angoissée que ses voisins la voient, puisque c'est plus discret de juste jeter un œil que d'aller explorer l'ensemble des recoins. Avant, elle passait combien de temps? Alors, avant, elle passait relativement peu de temps. C'était 5 minutes par jour, ce qui peut paraître pas énorme, mais qui est considérable en raison de l'anxiété et l'anxiété anticipatoire aussi. C'est-à-dire le fait que ça prenait déjà la tête avant de partir de chez elle à réfléchir à ça, puis en arrivant à son travail, etc. Donc c'est un temps qui n'est pas que le temps devant la boîte aux lettres, mais qui est un temps bien en amont et après. Et après, la personne ne va pas fixer son TOC sur autre chose, non? La boîte aux lettres, c'est résolu, donc elle vit normalement. Dans les cas des personnes qu'on a eues, les TOC ne se sont pas déplacés sur autre chose. En revanche, on a vu, selon le temps gagné, l'importance effectivement très forte de réinvestir les activités et de ce temps considérable regagné, effectivement, de pouvoir en faire quelque chose. Donc voilà, je n'ai pas dit, mais effectivement, on a mené toute cette étude en collaboration très étroite avec l'Association française de personnes qui ont des TOC et leurs proches, l'AFTOC, et l'une des adhérentes de l'association à qui on demandait récemment ce qu'elle pensait de notre recherche, nous a dit « C'est super ce que vous faites, c'est un investissement énorme. Je vous remercie au nom de tous les malades parce que on a enfin l'impression que quelqu'un s'intéresse à nous et à ce qu'on vit au quotidien. C'est la grosse différence avec toutes les études qui ont été menées jusqu'à présent, qui ont aussi leur importance bien sûr, mais qui étaient surtout, est-ce que la TCC marche? Quel est l'effet des médicaments? Mais le patient, après, il rentrait chez lui et il se retrouvait avec ses TOC. Tandis que là, vous êtes vraiment au cœur de la vie du patient. Vous voyez vraiment le fonctionnement dans le détail de l'horlogerie TOC. On en revient donc à la figure de l'artisan scientifiquement informé dont parlait Xavier dans sa description. Donc pour conclure, ce qui me semble le plus important dans cette 4e étape, c'est pas tant l'innovation technologique en elle-même, j'ai d'ailleurs choisi des démonstrations d'objets techniques, mais l'innovation méthodologique et relationnelle. Et le fait d'inclure les personnes dans la conception des solutions est en elle-même un facteur qui permet de restaurer sa puissance d'agir, son estime de soi, de la réinscrire dans un dispositif social et de favoriser ce qu'on appelle son empowerment, traduit en français par empouvoirment. Et donc, chacun de ces éléments étant en eux-mêmes des facteurs de santé mentale. Donc, au final, ce qu'on voit, c'est qu'à côté de la figure du professionnel apparaît une place de plus en plus importante à la figure du patient expert, partenaire, paritaire, et qu'on est donc bien loin du paternalisme pour aller vers un modèle de décision partagée. Bravo, bravo. On peut espérer que ça va se développer. Vous avez parlé rapidement des Fab Labs sur des dispositifs numériques. Est-ce qu'on peut en dire quelques mots quand même? Donc les Fab Labs, il y en a plusieurs et de plus en plus. Ils ont une charte pour fonctionner tous ensemble. Donc il y en a de différents types, mais le cœur du Fab Lab étant que ce soit des lieux collaboratifs où tout citoyen puisse aller construire avec une idée la chose qu'il souhaite construire et qu'une personne responsable du Fab Lab à chaque fois l'aide à la fois à conceptualiser, à penser son dispositif s'il y a besoin encore, s'il n'est pas totalement terminé, et aussi l'aide concrètement à utiliser les machines, etc., pour arriver à la réalisation qu'il souhaite. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez de ça, Xavier Briffaut? Parce que vous avez tout à l'heure présenté un diagramme où on voyait des aspects très biologiques de la maladie mentale. Là, on a des aspects de vie quotidienne, de comportement. Est-ce qu'on va vers, quelque part, un éloignement de la maladie mentale vis-à-vis de ce qu'on appelait le psychologue, le psychiatre, pour aller plus vers un biologiste ou vers un concepteur de dispositifs? Où est-ce que tout ça va s'intégrer? La biologisation, surtout, quand même,
parce qu'on n'a pas du tout parlé. On a l'impression que la psychanalyse, ça n'existe presque plus. Est-ce que ça a encore sa place? Et est-ce que vous, qui êtes sociologue, philosophe de ces questions, ça vous fait peur ou pas, le fait d'aller vers soit des circuits neuronaux, soit des biomarqueurs, soit tout simplement des outils numériques pour vivre avec sa pathologie? Alors, je pense que on va et surtout on doit aller vers une dimension intégrative, c'est-à-dire que cette logique segmentante qui est assez typique hein, de la psychiatrie quand même, même si on la retrouve dans d'autres domaines de la médecine, mais que c'est soit tout bio, soit tout psychologique, soit tout inconscient, soit tout social, soit tout, soit tout, soit tout. C'est toujours soit, soit, soit. Alors même que, bien évidemment, nous sommes des personnes qui vivons en situation, dans des activités concrètes, en relation, dans une culture, que par ailleurs nous avons un corps avec une motricité qui est agi par un certain nombre de mécanismes biochimiques, dont certains s'originent dans des processus génétiques qui fabriquent des molécules. Ce qu'on vise tous et ce qu'il faut viser, c'est l'intégration de tout ça, c'est clair. Et c'est ce que permettent aujourd'hui, à mon avis, ces nouvelles méthodologies, ces nouveaux outils et ces nouvelles approches de la relation avec les personnes qui présentent donc, on ne dit même plus des troubles mentaux, mais des altérations de différents processus biologiques, psychologiques, dans leurs relations sociales, dans leur situation physique, domiciliaire, professionnelle, les dispositifs législatifs, réglementaires aussi, qui sont très façonnants de la manière dont on peut fonctionner en société. Donc il faut aller vers une appréhension, une compréhension globale et intégrative de toutes ces dimensions. Ça, je crois que c'est le plus important. C'est ce qu'on essaye de faire en recherche aujourd'hui. Et là, ce qu'on vous a montré, c'est ce qui se fait aujourd'hui en recherche. C'est éventuellement ce qui va se faire demain en pratique. Et peut-être je peux dire quelques mots de ce qui peut-être va se faire même demain encore en recherche. Là, ce dont on a parlé et dont a parlé Margot beaucoup, là, c'est la dimension personnalisée participative. Donc on a des données localisées en temps réel sur le fonctionnement des gens dans leur vie quotidienne, qu'on peut avoir avec des objets connectés. Ça nous permet aussi des interventions situées en temps réel. Alors on n'en a pas trop parlé, mais ça permet d'intervenir par des applications sur un smartphone. Si une personne qui a un trouble limite de la personnalité se sent envahi par une bouffée émotionnelle incontrôlable, ça va pouvoir être détecté par un capteur spécifique et il va pouvoir lui être proposé quelque chose qui va lui permettre de réduire sa suractivation émotionnelle, qui lui évitera peut-être de faire des passages à l'acte dans sa vie sociale, de se griller dans son milieu professionnel et d'avoir des difficultés. Ça existe aujourd'hui, ces capteurs? Ça existe d'ores et déjà, hein, ce genre à la fois de capteurs et ce genre d'application d'intervention. Donc c'est ce qu'on appelle l'Ecological Momentary Assessment. Ce sont les capteurs. Alors, il y en a qui sont très connus, les actimètres par exemple, hein, les systèmes qui permettent de compter le nombre de pas, mais ne serait-ce qu'un smartphone, dedans il y a un accéléromètre. Avec ça, on peut très rapidement savoir si la personne bouge beaucoup, si elle ne bouge pas beaucoup. On peut savoir si elle envoie beaucoup de SMS ou pas beaucoup, si elle se met à téléphoner 4 heures par jour ou si elle se met à ne plus parler à personne. Si on a une personne qui a, on dirait à l'ancienne, un trouble bipolaire, une dysrégulation de la gestion des humeurs, l'activité du smartphone peut commencer à nous informer sur une transition vers une phase maniaque ou une transition vers une phase dépressive et peut permettre d'intervenir directement par des applications spécifiques qui vont aussi s'intégrer dans le circuit de soins, la relation avec le thérapeute. Et donc, ce qu'on va avoir bientôt, c'est que on va intégrer ces deux aspects-là, les capteurs et les interventions, dans une sorte de logique de pilotage, hein, un peu comme les GPS qu'on a tous dans notre voiture. Ils ont des informations sur la route via des bases de données géographiques. Ils ont la position de la voiture via des satellites. Ils ont la vitesse. Ils savent où on veut aller. Et en fonction de ça, ils nous donnent des instructions en disant dans 100 mètres, tourne à droite, tourne à gauche, etc. On peut imaginer une sorte de logique de pilotage sur ce mode-là dans le domaine de la santé, avec des interventions quasi temps réel sur la base de données quasi temps réel. Donc ça, c'est ce qu'on va avoir demain. Et après-demain, ce qu'on va avoir, c'est que ces données recueillies en temps réel, on va les stocker vie entière.
Donc ça va donner lieu à ce qu'on appelle classiquement un exposome. L'exposome, c'est un peu comme le génome. Le génome, c'est pour la génétique. L'exposome, c'est pour les expositions environnementales. Donc on va avoir une sorte de gigantesque base de données individuelle dans laquelle sera stockée toutes ces données santé physique, santé mentale. Donc sur la base de ces données stockées vie entière, on va commencer à avoir des capacités d'anticipation prédictive en les agrégeant avec façon big data, Ouais. avec l'ensemble des données d'autres personnes. On aura des trajectoires d'évolution qui seront anticipables. C'est-à-dire que vous allez votre smartphone qui vous dit attention là, vous dans quelques années, vous allez peut-être développer une psychose ou Alors, il y aura ça, mais il va peut-être même faire plus que ça. Il va dire attention, dans quelques minutes, vous allez vous rapprocher d'un bar. Et sachant Ah oui. que vous avez quand même une problématique spécifique par rapport à la substance alcoolisée, peut-être qu'il vaudrait mieux prendre la route à gauche que la route à droite, parce que là, il n'y a Ouais. pas de bar. Par contre, il y a un vendeur de légumes, et comme vous avez prévu d'aller courir demain, bah, il vaudrait mieux avoir une alimentation plus antioxydante, donc il va directement. Ce genre, ça, on peut le faire demain. Je veux dire, c'est techniquement possible. On le fait déjà d'ailleurs. Hein. Il y a déjà localisation pour les personnes qui ont des troubles des substances alcoolisées. On le fait effectivement. Hein. Ça, ce que je viens de dire, ça existe déjà. Donc, on va faire ça, et donc on aura des capacités anticipatoire. Alors, ça pose le problème, évidemment, de jusqu'où on remonte dans l'anticipation et dans la prédiction. C'est-à-dire, si on sait qu'à 3 ans, on a l'idée qu'à 30 ans, il y aura une transition psychotique, eh bien, on va avoir l'idée d'intervenir précocement. Alors ça nous amène vers un univers de santé 4P, donc personnalisée, participative, prédictive et préventive. Et ça nous amène vers des univers qu'on a plutôt dans les films actuellement. Hein. Donc là, vous reconnaissez Minority Report. Hein. Vous avez des précogs qui détectent par avance qu'il y a un crime qui va être commis. Bon. Donc, on n'en est pas encore là. Je ne sais pas si on n'y sera jamais, mais en tout cas, on s'y achemine un petit peu quand même. Donc, de toute façon que des probabilités, c'est ça aussi qu'il faut quand ce même sera toujours expliquer. Des probabilités, oui. bien que on tend vers la tentative de faire des modèles scientifiques, c'est-à-dire des modèles prédictifs avec des causalités directes et pas juste des modèles probabilistes. Oui. Ouais. Ouais. Donc on a vraiment des tentatives de faire de la causalité. Qui dit causalité nous fait rentrer dans le domaine de la physique mécanique, quasiment. C'est-à-dire telle cause pour telle conséquence via un système dont on comprend les mécanismes internes et donc on peut prévoir des choses. Pas seulement de façon probabiliste. Il se pose la question du traitement aussi, parce que on a bien compris que chaque individu aura son propre exposome, sa propre histoire, son propre patrimoine génétique, sa propre probabilité de développer ceci ou cela, mais l'arsenal thérapeutique, en tout cas en termes de médicaments, n'est pas personnalisé. Il y a quelques grandes classes de molécules. Est-ce qu'il va falloir à ce moment-là inventer un médicament par personne, ou plutôt panacher? Comment on voit les choses quand on est psychiatre pour ça? Alors, ensuite, disons que là, on a fait un panorama, c'est le terme de l'innovation, donc effectivement, on anticipe. Avant d'arriver à un système qui soit opérationnel de ce type-là, même si effectivement, il y a plein de choses qui sont en place, il faut voir que ces technologies, elles offrent, pour l'instant, pour nous, chercheurs, plutôt un espoir de comprendre un certain nombre de choses. C'est-à-dire qu'effectivement, ce big data, cet exposome qui aussi peut être à la base des capteurs qui vont doser je sais pas, le taux de mercure ou de plomb dans votre appartement. Enfin, on peut penser à un monitoring à large échelle des cités, de l'espace urbain. Et là, on doit identifier plein de choses. C'est-à-dire que là, on se laisse aller parce qu'on avance puis on écrit un bouquin. Mais ceci dit, c'est vrai que c'est demain. Enfin, on a déjà tous les éléments. Mais par contre, on n'a quand même pas identifié de façon précise pour des situations pathologiques qu'on a évoquées. On est au démarrage de l'identification de ces choses. Donc il y a beaucoup de travail à faire, beaucoup de moyens à mettre de recherche pour faire des ponts entre tout ce qui va venir de ce big data et une approche avec un traitement. Un traitement qui serait effectivement personnalisé. Mais ces traitements personnalisés, ils restent à inventer. C'est-à-dire qu'effectivement, si on arrive à montrer que tel ou ce type de troubles qui pouvaient prendre pour un patient une allure de trouble bipolaire, puis pour un autre peut-être des symptômes psychotiques ou une dépression résistante, puis finalement sont tous dus à je sais pas, la réexpression d'un rétrovirus latent, d'une anomalie immunologique, et que on donne une contre-mesure immunologique qui va permettre de corriger
cette anomalie. Ça, c'est très personnalisé. Mais c'est pas au point. Oui. Enfin, il y a des essais actuellement sur certains trucs qui se font, dans la schizophrénie notamment. Mais ça reste à faire. Donc les traitements personnalisés, ils existent pour une part au sens où ils sont personnalisés dans la conduite de traitement, les posologies. On a déjà des progrès à faire sur le fait que les posologies sont un peu probabilistes, justement, alors qu'on peut penser que si on arrivait à déterminer, par exemple, la façon dont le foie génétiquement programmé chez quelqu'un va dégrader tel produit, on ajusterait la posologie de façon extrêmement précise, plutôt que par tâtonnement, comme ça se fait un petit peu. Donc ça, c'est des progrès qui sont... Mais ça qui devrait être vraiment pour demain, ceux-là. Ils vont assez vite, de ce point de vue-là. Oui, oui. Vous avez parlé de phénomènes inflammatoires qui pourraient être responsables de certaines Oui, c'est pathologies. des hypothèses Ouais. actuellement dans les maladies de l'humeur, par exemple, de penser qu'il y a peut-être des modèles de maladies qui sont très proches de maladies inflammatoires somatiques et Oui. qu'il y a des pistes. Bon, il y a plein de pistes. Hein. Il y a aussi ce qui se passe dans le microbiote intestinal, dont les gens entendent beaucoup parler, et qu'il y a peut-être pas mal d'interactions qui se passent là aussi avec des... Bon, il y a plein de pistes de traitement et d'innovation. Ce que je trouve intéressant et à dire ici, qui était un peu l'objet de cette présentation, peut-être des discussions aussi qu'il peut y avoir avec les personnes, c'est les enjeux sociétaux qui sont derrière ça. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, ce qui est très intéressant, et je pense qu'il faut se laisser aller vers les surprises, c'est qu'on n'est pas forcément vers un hyper-contrôle de tout ce qui se passe, mais qu'on est avant tout vers une capacité démultipliée de inscrire le sujet à la fois dans un phénomène social très très vaste, une société, dans les interactions avec les autres. Et là, c'est un peu nouveau quand même, le fait de pouvoir essayer de quantifier comment quelqu'un, dans les interactions avec tout ce qui l'entoure, y compris les interactions sociales, alors l'humain est vraiment un être social, comment ces choses-là vont infléchir ou elles-mêmes être infléchies par la courbe d'évolution de quelqu'un qui souffre d'une maladie mentale. Et ça, jusqu'à présent, réellement, je pense qu'on n'avait pas les outils pour l'étudier. Et ça commence juste à être maintenant. Donc c'est une nouvelle ère. Je peux pas vous dire moi ce qu'il y a demain. Donc maintenant, les relations sociales et la façon dont elles sont impactées par une souffrance psychique peuvent être aussi récoltées par des outils numériques. Comment quantifier. Ouais. C'est-à-dire que vous avez sur une appli qui vous permet de savoir avec qui vous avez parlé pendant la journée. Voilà, d'accord. En tout cas, ça serait possible. Mhm. Mais après, on ne sait pas. La personne avec qui vous avez parlé, ce qui nous intéresserait, c'est de savoir comment elle se représente le fait que vous êtes un malade mental. Donc c'est aussi l'étude des représentations qui est intéressante. D'accord. Et d'ailleurs, nous avons effectivement mis en place, Margot va en parler. On a justement mis en place une web application pour évaluer les représentations que la population a donc des troubles mentaux. Et l'idée dans cette enquête, c'est de vraiment avoir accès à la fois aux représentations et aux attitudes des personnes. Donc en fait, on est parti de 4 petits films de personnes souffrant de différents troubles pour interroger le public sur, à votre avis, de quoi souffre cette personne, quelles peuvent être les causes, les conséquences, etc. Donc dans l'idée justement de ne pas fournir une étiquette préétablie, mais afin d'avoir accès vraiment aux premières impressions des personnes qui participent à l'enquête. Et donc ça, c'est vraiment le versant pour nous, chercheurs, d'avoir accès à la connaissance des représentations des personnes. Le deuxième volet étant que les participants peuvent voir en temps réel où se situe leur réponse par rapport à l'ensemble des autres enquêtés, avec des graphiques dynamiques qui permettent de se situer par rapport à l'ensemble des répondants, et d'avoir accès également à 4 vidéos d'experts répondant exactement même question qu'elles aux questions pour avoir cette fois-ci un gain de connaissances dans l'idée d'essayer d'améliorer les connaissances de la population et d'agir à un moment donné sur la stigmatisation des personnes, c'est-à-dire le fait qu'elles puissent être exclues ou se sentir exclues d'une certaine manière de la société. Et cette application, donc, vous portez à la connaissance des patients de quelle façon? C'est destiné au grand public ou c'est auprès de vos patients que vous faites connaître ça? Non, c'est vraiment destiné au grand public, mais y compris aux patients, si vous voulez, aux personnes, quelles qu'elles soient, puisque ça s'inscrit dans ce que je décrivais tout à l'heure de l'idée de science participative, où tout le monde peut participer à l'amélioration des connaissances en répondant notamment à cette enquête. Donc c'est vraiment ouvert à tout le monde et on souhaite au contraire avoir le plus de personnes de divers horizons qui répondent, afin, nous, dans les résultats et dans les analyses qu'on fera, peut-être d'identifier des sous-populations qui correspondent à des représentations spécifiques. Notre idée, ce sera aussi de pouvoir faire ça avec une dimension longitudinale et de réinterroger les personnes qui acceptent de participer plusieurs mois après pour voir si cette évolution peut évoluer au cours du temps et quels peuvent être les éléments qui feraient évoluer ces représentations.
Je posais cette question parce que le grand public, vous savez, il aime bien plutôt les jeux sur smartphone, les jeux vidéo. Donc, est-ce qu'il y a peut-être moyen de capitaliser sur les jeux pour essayer d'avoir des informations sur le comportement Oui, alors ça, c'est tout ce qui est la gamification, qu'on appelle, Oui. enfin, l'aspect de rendre en jeu aussi des éléments. Alors, c'est pas du tout l'objet de cette enquête qu'on a essayé de Mhm. rendre vivante et agréable, mais du coup, qui n'est pas dans cette dimension. Ensuite, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'effectivement, avec des outils qu'on essaie de rendre ludiques, on peut essayer de motiver les personnes, on va dire, à participer à différentes recherches. D'accord, mais voir comment une personne joue à un jeu vidéo, ça donne pas d'informations sur d'éventuels troubles de l'attention, troubles de... Alors, ça peut en donner, et alors aussi ça peut contribuer même à avoir une dimension thérapeutique, et donc notamment certaines équipes qui développent des jeux où en fait ils travaillent avec des experts neurologues par exemple, qui vont essayer d'identifier finement les mouvements sur lesquels il faudrait travailler pour rééduquer la personne, et donc faire un jeu qui peut vraiment paraître un jeu pour tout le monde, Ouais. mais qui en fait contribue spécifiquement à rééduquer des mouvements identifiés de façon très scientifique. Et aussi, l'intérêt de ces nouvelles démarches, c'est que non seulement la personne a l'impression de faire un jeu, ce qui est plus motivant que de faire tout seul ces choses chez elle, mais surtout, il y a aussi cette dimension participative où elle peut le faire avec les gens de son entourage, où elle peut le faire en ligne, et elle peut le faire, ce qui est intéressant aussi, avec d'autres personnes de tout le public qui, eux, pensent faire un simple jeu, Oui. mais interagissent en fait avec quelqu'un qui a une maladie neurologique, par exemple aujourd'hui, et pourquoi pas par la suite psychiatrique. Mhm. Il y a beaucoup de frontières qui sont en train de tomber, j'ai l'impression, enfin, qui vont peut-être tomber si ça se passe comme vous le souhaitez. La frontière de la consultation, du médecin, de la blouse, la frontière des étiquettes aussi. On va peut-être plus dire je suis schizophrène, je suis dépressif, mais qu'est-ce qu'on pourra dire d'ailleurs? On dira voici mon exposome, mais on n'aura plus un nom de maladie à se mettre sous la dent. Est-ce que ça, c'est pas un obstacle finalement? Est-ce qu'on est prêt à raisonner autrement que par case? Est-ce que les praticiens déjà sont d'accord avec cette évolution? Disons que, comment dire, ça c'est un élément important de la sociologie que vous mentionnez, c'est-à-dire que ce comment nous pensons les choses détermine ce que nous faisons avec, et détermine aussi ce comment nous entrons en relation les uns avec les autres. Donc on ne peut pas se parler si on n'a pas un langage commun. Et le langage commun détermine largement ce qu'on va pouvoir dire avec. Donc pour pouvoir adopter un nouveau paradigme de pensée, une nouvelle manière de penser les problèmes, de nouvelles catégories d'entendement, comme on dit en sociologie, ou un nouvel idiome de santé mentale, il va falloir un certain temps, effectivement. Et c'est vrai que, par exemple, l'approche que Margot a présentée sur les TOC se heurte parfois à des objections de thérapeutes, en particulier cognitivo-comportementaux, parce que la logique théorique qui est derrière l'approche cognitivo-comportementale pour les TOC, c'est que, entre guillemets, c'est une logique du conditionnement opérant, hein, comme Luc l'a présenté tout à l'heure pour la souris qui se lave les moustaches. Et dans le conditionnement opérant, plus on cède au comportement, plus on le renforce. Et donc, l'une des stratégies principales des thérapies cognitivo-comportementales contre les TOC, c'est l'exposition avec prévention de la réponse. C'est-à-dire qu'on présente la personne face à ce qui va générer un TOC et, entre guillemets, on l'empêche de ritualiser ou de donner la réponse habituelle. Donc, d'une certaine manière, dans ce paradigme théorique-ci, ce qu'on propose, ça peut apparaître comme hérétique. Et donc, on a besoin de données d'évaluation pour montrer si ça marche, pourquoi ça marche, comment ça marche. Et il faut ensuite faire évoluer les modèles théoriques pour intégrer ces nouvelles données. Ça prend en effet beaucoup de temps. Et par ailleurs, il y a, bon, vous dites les professionnels, il y a ce comment ils pensent, mais il y a aussi les juridictions professionnelles, c'est-à-dire ce qui est attribué comme catégorie de problématiques aux psychiatres, aux neurologues, aux psychologues, aux psychanalystes, aux psychothérapeutes, aux médecins généralistes. Chacun a son terrain, entre guillemets, dont il est un peu propriétaire. Et il y a des conflits à la frontière entre professionnels. Et c'est là que se passent souvent les évolutions. Mais effectivement, il y a quand même beaucoup de choses à faire pour modifier ces catégories d'entendement. Ça, c'est clair. En tout cas, vous nous avez donné des beaux outils pour imaginer l'avenir. Je crois qu'on a eu vraiment... on a pu aller en profondeur sur l'exemple des TOC. Je pense que ça a bien permis de cerner les différents enjeux. Et bien sûr, on n'a pas pu parler
de tout l'éventail des maladies psychiatriques hein, qui peuvent concerner les uns et les autres. Donc peut-être que ce serait bien de prendre des questions maintenant, de voir quelles sont les préoccupations plus individuelles. Il y en a certainement. Donc on a un petit moment maintenant. Donc Nejma, si vous voulez, il y a des questions que je vois. Alors, Oui. on a une petite règle pour notre séance de questions, c'est qu'il faut poser une question. Et toujours bien parler dans le micro parce qu'en fait, on est enregistré. Et que si on n'entend pas bien la question, après, voilà, la réponse est beaucoup moins intelligible. Oui, alors la question doit être courte, me dit madame. Pourquoi n'avez-vous pas parlé de la neuromodulation psychiatrique par stimulation magnétique transcrânienne et stimulation transcrânienne à courant continu? On a eu un exposé il y a quelques mois par un spécialiste de la question qui exerce Stéphane Mouchabak à Saint-Antoine, qui obtient d'excellents résultats dans les dépressions pharmacorésistantes, certaines schizophrénies et, inattendu, un impact sur la cognition, c'est-à-dire que des personnes qui ne pouvaient pas résoudre un problème de géométrie à 2 dimensions avant le traitement, certaines d'entre elles pouvaient le faire après. Donc cet outil me paraît extrêmement important et il n'a pas été abordé. Oui, oui, on peut en parler. Alors, oui, mais comme n'ont pas été abordés, alors des dizaines d'autres outils. Hein. C'est-à-dire que là, comme je l'ai dit, c'est un a priori tout à fait pour aller dans le détail. Nous utilisons tout à fait cet outil nous-mêmes dans la modulation cérébrale. Et effectivement, je crois que ce qui était important, c'est que le message qu'on a essayé de faire passer ce soir, c'était de montrer comment une démarche en innovation pouvait essayer d'identifier des circuits et des modulations de circuits. Alors, on a utilisé la stimulation cérébrale profonde là comme paradigme. On aurait pu prendre la stimulation magnétique transcrânienne ou la stimulation continue, mais aussi plein d'autres techniques, la stimulation du nerf vague, ou si vous voulez, dans toutes les techniques de stimulation, ont toutes leurs indications plus ou moins précises, plus ou moins en développement actuellement avec des recherches. Mais effectivement, enfin, il n'y a pas de technique qui est, disons, interdite là, de citer. Hein. C'est vraiment un parti pris d'avoir montré quelque chose en détail, mais vous avez tout à fait raison sur le fait qu'il y a d'autres choses qui sont prometteuses. Et est-ce qu'on peut juste expliquer, peut-être pour le public, en quoi ça consiste et quelles sont magnétique transcrânienne. Donc, ça consiste à induire un champ magnétique très intense à la surface du scalp qui lui-même va en fait générer... va modifier l'excitabilité des neurones qui sont, qui sont placés perpendiculairement à la génération de cette, en fait, d'un courant électrique qui va naître de ce champ magnétique. En fait. Donc, c'est une technique qui est non invasive. Donc, ça est l'intérêt, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être dans le cerveau. Maintenant, il y a des essais qui sont faits sur certaines maladies, dont la dépression, effectivement, des hallucinations résistantes dans la schizophrénie, dans le TOC. Il y a un certain nombre d'essais qui sont faits, avec des résultats qui sont divers selon les protocoles qui sont faits. Ça, disons que d'un point de vue opérationnel, ça suppose de faire des séances répétées, c'est-à-dire que ce n'est pas une stimulation continue par définition, puisque vous allez voir quelqu'un qui va appliquer ces séances de stimulation magnétique, généralement qui va les répéter plusieurs jours de suite, pendant plusieurs semaines. Et la question qui se pose, la limite principale de cette technique, que tous les gens qui l'utilisent reconnaissent, c'est la durée dans le temps, c'est-à-dire que par moment, il y a un épuisement, ou alors il faut faire des séances de façon très régulière. Bon, ce qui est pourquoi pas, si ça marche, mais du coup, on retrouve un problème d'organisation des soins en fait, autour de ce type de choses. Et par contre, on estime aujourd'hui que cet outil est extrêmement intéressant, peut-être pour détecter ou pour justement montrer que quelqu'un pourrait bénéficier d'une stimulation avec un système implanté chronique s'il répond à ce type de stimulation qui correspond à un circuit qui serait identifié. Alors après, il y a des limites techniques. C'est aussi que la stimulation magnétique a du mal à atteindre les zones profondes du cerveau, par exemple. Alors ça soulève d'autres questions de science qui sont intéressantes. C'est que, évidemment, dans le cortex, on est beaucoup plus spécifique. Mais pour trouver la bonne zone à stimuler dans le cortex, c'est des fois un petit peu plus compliqué, d'autant qu'il y a quand même des connexions cortico-corticales qui font qu'en agissant là, en fait, vous allez agir par connexion, vous allez agir sur l'excitabilité de neurones qui ne sont pas au même endroit. Donc tout ça reste assez complexe et à déterminer, ce qui n'est pas encore fait pour l'instant.
Il y avait une sous-question qui est presque passée inaperçue dans la question de monsieur, c'était le fait d'augmenter les capacités cognitives. Alors, est-ce que c'est sérieux? Oui, alors Oui. là, on quitte le champ de la santé mentale. Oui. C'est-à-dire que moi, je veux bien. Bon, ça, on est dans le domaine de l'homme augmenté, du transhumanisme, d'un certain nombre de choses, qui est effectivement comment on augmente les capacités. Mais cette capacité, c'est pas que les nouvelles technologies. Hein. Je veux dire, on peut aussi mettre tout le monde sur Ritaline pour voir si on augmente les capacités d'attention et donc peut-être d'apprentissage. Ça, c'est des questions philosophiques qui sont celles de l'homme augmenté. Pour moi, elles sont. Évidemment, il y a des overlaps dû à la technologie, mais clairement, pour moi, elles sont très différentes des questions de la santé mentale. Ouais. D'accord. Une autre question. Je suis sûr, j'avais vu plusieurs bras. Oui, madame. C'est une question qui va peut-être vous paraître un peu impertinente. Je suis tout à fait sensible à tout ce que ça peut apporter, tout ce que cette recherche peut apporter à la science. En même temps, je voulais vous demander si vous aviez pu appréhender les démarches d'échappement à tout cet environnement qui nous embrigaderait, qui nous mettrait en carte et nous soumettrait à un contrôle. Oui. La frontière entre... Oui, toujours l'utilisation des données, quoi. Oui, alors bon, ça c'est une question qui évidemment vient immédiatement à l'esprit. Hein. C'est pour ça qu'on a un peu fini sur Minority Report. Et c'est une question qu'on se pose au niveau, par exemple, des agences de santé publique. On se demande comment on peut réguler, alors pas contrôler ni empêcher, parce que beaucoup de ces dispositifs sont déjà sur le marché. Hein, je parle des objets connectés, enfin des systèmes de capture actimétrique et toutes ces choses-là, sont sur le marché, sont d'origine internationale, sont mondialisés, les données sont stockées dans d'autres pays. On échappe complètement à des régulations dont on a l'habitude, qui sont celles de la CNIL, des données de santé qui sont sur le territoire. Là, on est sur un tout autre univers. Donc, je dirais que, bon, par exemple, au sein du Haut Conseil de la santé publique dont je suis membre, on est en train de travailler sur cette question-là et de réfléchir sur un avis de cadrage sur l'utilisation des données et des services de santé qui vont se développer autour de toutes ces technologies. Pour vous dire la vérité, le dispositif de santé publique court derrière, hein, parce que ça va tellement vite que pour le moment, on n'a pas encore réussi à stabiliser un cadrage éthique, philosophique, opérationnel, organisationnel, législatif. C'est très compliqué. En tout cas, on se pose vraiment les questions, bien évidemment. Oui, oui, madame. Bonsoir. Merci pour vos interventions. J'ai une question concernant, est-ce que vous avez une visibilité sur ce qui se fait dans les pays autres que la France et du coup tout ce qui se développe en termes de technologie et qui peuvent aider dans la prise en charge des patients. Voilà. Est-ce que vous pouvez vous inspirer aussi de ce qui se fait à l'étranger ou est-ce qu'on en est, nous, en France, par rapport à ce sujet ? Bah, en fait, on s'inspire tout le temps de ça, puisque le principe fondamental, l'un des outils fondamentaux du chercheur, c'est la revue bibliographique internationale. Donc, en fait, on est tout le temps en train de regarder ce qui se fait à l'étranger. Et effectivement, il y a des choses qui sortent dans différents pays. Alors, les pays ont des rapports différents à la santé mentale. Par exemple, les pays du nord de l'Europe, l'Angleterre, les États-Unis, la France et les pays du sud de l'Europe ont tous des rapports très différents à la santé mentale. Et par exemple, la possibilité d'intervenir sur les compétences psychosociales, comme on les appelle classiquement dès l'enfance, et par exemple de doter les enfants d'outils qui leur permettraient de travailler leurs compétences psychosociales par des outils numériques, je suppose que dans le nord de l'Europe, ça va être beaucoup plus facile à développer qu'en France. En Angleterre, où ils ont développé tout un système de stepped care en psychothérapie, c'est-à-dire un système d'intervention multiniveau qui commence par de la thérapie assistée par ordinateur. C'est la première chose qu'on propose aux gens quand ils rentrent dans le système. Ça va être plus facile d'aller dans cette direction. En France, on a un autre système de santé mentale, hein, qui est inspiré par d'autres paradigmes d'intervention qui sont toujours présents. Hein. On mentionnait tout à l'heure la psychanalyse. Tout ceci ne remplace pas la psychanalyse. La psychanalyse, c'est-à-dire les mécanismes d'analyse des fonctionnements psychiques en relation avec un analyste qui permet de les mettre à jour,
ça reste quelque chose de complètement actuel, indispensable, nécessaire, qui continue à progresser sur le plan de la recherche. Donc on n'est pas en train de parler d'alternatives, là, on est en train de parler d'intégration d'approches différentes. Alors, d'ici à ce qu'on fasse des approches psychanalytiques assistées par smartphone, je ne sais pas, mais de la psychothérapie assistée par smartphone, clairement, déjà, on l'a. Je voulais poser une question à madame. Le dispositif dont vous avez parlé pour aider certains TOC à résoudre leurs problèmes précis, est-ce qu'il est diffusé ou alors c'est à l'état expérimental? Combien de personnes, en gros, parce qu'il y a 1 ou 2% de la population qui souffre de TOC, combien de personnes en France ont cet accompagnement? Alors cet accompagnement-là, il y a actuellement 5 personnes. En fait, ce qu'on est dans des études de cas, ce qu'on appelle une preuve de concept de notre recherche, qui est financée par l'Institut de recherche en santé publique et la CNSA, la Caisse nationale pour la solidarité et l'autonomie. Donc là, on avait vraiment un budget pour faire cette étude et essayer d'en valider le concept. Mais effectivement, notre idée est de se dire que là, comme on l'a dit, c'est extrêmement personnalisé, c'est extrêmement chronophage. Donc on ne pouvait pas l'appliquer à un nombre trop important de personnes. Mais on a développé un site internet participatif qui s'appelle altotoc.fr, où l'idée est justement cette fois-ci de permettre à l'ensemble des personnes de pouvoir participer à la conception des solutions. Où l'idée, c'est que les personnes qui puissent avoir un TOC ou leurs proches puissent comme poster un problème de vérification ou autre, et où l'ensemble des personnes, que ce soit des personnes qui ont des TOC, des proches ou toute autre personne de la société, inventeurs, ingénieurs, puissent contribuer à essayer de chercher des solutions pour aider la personne. Donc notre idée à terme, c'est justement de pouvoir faire comme une bibliothèque d'objets connectés possibles et de pouvoir les relier ensuite avec les différentes manifestations du trouble. Notre idée finale étant que par la suite, il pourrait y avoir par exemple un ergothérapeute ou quelqu'un qui soit formé spécifiquement à l'intervention en santé mentale, parce qu'on a vu que c'est quand même pas anodin d'intervenir avec des personnes qui ont des troubles sévères, et qui puissent intervenir au domicile, mais outillés de cette bibliothèque d'objets afin de pouvoir proposer une solution qui, au final, est toujours personnalisée, mais voilà, qui n'est pas à chaque fois à refaire toute la démarche très longue qu'on fait avec chaque personne. Margot a mentionné les ergothérapeutes, et l'un des membres de notre équipe, Yannick Hung, est un ergothérapeute qui est par ailleurs un formateur en ergothérapie. Donc on pense que les ergothérapeutes ont un rôle important à jouer dans l'intervention à domicile, comme ils le font déjà en gériatrie, par exemple, puisqu'ils font de l'intervention pour faire de l'aménagement du domicile, pour le maintien à domicile de personnes âgées, y compris en utilisant des dispositifs technologiques, domotiques, d'assistance, d'aide à l'intervention, de recueil de données aussi. C'est un peu la même logique qu'on envisage, et on est en train de travailler sur le développement de cursus de formation pour les ergothérapeutes, de méthodologie d'intervention spécifique, et aussi en milieu professionnel. Parce qu'en milieu professionnel, l'AGFIP, par exemple, a pour mission de financer des solutions de compensation pour les personnes aveugles, pour les personnes sourdes et malentendantes. On va mettre, par exemple, des claviers braille pour les personnes aveugles. L'idée, ce serait d'avoir le même genre de dispositif pour les personnes qui présentent des troubles mentaux. Parce qu'en milieu professionnel, si on n'apporte pas de compensation des conséquences que présentent les troubles sur l'environnement professionnel, les personnes finissent par être exclues de leur milieu de travail, ce qui enclenche des boucles, des cercles vicieux qui sont extrêmement délétères. Donc c'est vraiment très important d'agir, y compris au milieu professionnel, avec des solutions de compensation. Et typiquement, en France, c'est l'AGFIP qui peut faire ça et qui peut financer ce genre de méthodologie d'intervention en fait, sur le lieu de travail. Une autre question? Si, forcément, il y a d'autres questions. Allons, n'ayez pas peur. Plus personne? Oui, madame, encore une question en réserve. Allez-y. Non, vous disiez qu'en fait, il y avait beaucoup de choses qui allaient sortir demain, et donc peut-être dans le cabinet du psychiatre ou du psychologue. Est-ce que vous avez une petite idée de quand? Et en fait, alors je ne suis pas très spécialiste de la santé, mais est-ce que ça veut dire que ces éléments vont devenir des dispositifs médicaux? Est-ce que c'est le terme?
je sais pas, je suis mieux placé pour répondre. Je pense que si vous voulez, en faisant une séance sur l'innovation, donc si on veut vraiment parler d'innovation, on peut parler de ce qui existe, et puis après, quand on parle de ce qui va venir, je crois qu'il y a toujours ce petit degré d'incertitude, mais il faut l'accepter, de progresser en sachant pas exactement à quoi ça va ressembler. Je pense qu'on est au bord d'une mutation par rapport à ça. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que c'est pour ça que c'est aussi un exemple d'essayer de montrer qu'on peut, en étant académique, médical, s'associer à des sociologues. C'est extrêmement important pour essayer de capturer le mouvement qui est en train de se passer. Alors, avec lequel on interagit, puisqu'on modifie nous-mêmes ce mouvement, puisqu'on rentre dedans et qu'on essaie, dans un souci qui est, de mon point de vue, purement pragmatique. La seule chose qui m'intéresse, c'est d'améliorer le sort de nos patients. Ça, c'est sûr. Et par rapport à ça, on a une vision qui est vraiment très pragmatique. Voilà. Bon, cela dit, on a aussi conscience du système dans lequel on évolue, et c'est tout à fait intéressant parce qu'on est au bord d'une mutation. Il y a les positions d'expertise qui changent, c'est-à-dire le fait d'être participatif. Moi, je n'ai pas décrit ce qu'on a fait en recherche, mais même la tâche de vérification que je vous ai montrée, en réalité, dans les tâches expérimentales que nous étudions depuis longtemps, on travaille en collaboration avec des patients et avec des associations de patients pour voir si, quand on a l'idée de quelque chose qui tend à reproduire en laboratoire quelque chose qui se passe chez eux, qu'est-ce qu'ils en pensent, enfin, est-ce qu'ils trouvent que ça reproduit quelque chose? Et du coup, d'une certaine façon, je pense qu'on est rentré sans se rendre compte dans quelque chose où on partage l'expertise, on travaille ensemble, et ça, c'est une mutation considérable par rapport au modèle médical. Après, il y a le modèle du coup, si ça se développe, si on a des choses qui se font selon des sites participatifs, ça renverse même la question de la façon dont on développe un traitement. Jusqu'à présent, le modèle était quand même essentiellement pharmacologique, c'est-à-dire que le but, c'est on sort une molécule, on va essayer d'étudier pour X pathologie, est-ce qu'elle est efficace ou pas. Donc vous avez intérêt à avoir un gros effectif, parce que vous devez avoir une donnée statistique, qui va être le petit p, comme on dit. C'est-à-dire que, est-ce qu'à 5%, vous montrez que votre 5% d'erreur possible, de risque, est-ce que vous montrez que votre médicament est efficace? Plus vous allez prendre un immense échantillon, plus vous avez de chances de montrer qu'il est efficace, ce qui ne veut pas dire qu'il est efficace pour quelque chose qui est très intéressant, mais il est efficace. Disons que, je fais une caricature un peu. Mais c'est en gros le modèle qu'il y avait. Dès lors que... Et pourquoi il y a ce modèle-là? C'est parce que s'il est efficace, on va rembourser. C'est-à-dire qu'il va y avoir une prise en charge financière. Si, dans le modèle des traitements aujourd'hui, le business model est différent, c'est-à-dire que le remboursement n'est pas la question, ça ouvre un champ de possibles, mais aussi de possibles qu'on ne connaît pas sur la façon d'arriver à des solutions qui est tout à fait différent. Et je pense qu'on est au bord de on est dans cette révolution qui est quand même énormément due aux technologies de la communication, au fait d'être interconnecté. Alors, soit on s'en méfie, on essaie de contrôler. Évidemment, il y a un côté données de santé, par exemple. Si on invente des dispositifs qui vont permettre d'optimiser, je séparerais ces deux types de choses. C'est-à-dire qu'il y a l'optimisation du traitement médical. L'intérêt pour un praticien d'avoir un patient et d'avoir, par exemple, un monitoring sur les 6 mois qui viennent de se passer, plutôt que de passer 2 heures de la consultation, donc 40 minutes de la consultation à essayer de retrouver et de dire bon, comment ça s'est passé, vous avez fait ça, bon, vous avez le patient a rempli de façon écologique un certain nombre de choses qui se passaient chez lui, puis vous avez le fichier qui vous arrive tout droit, vous avez un graphique, et puis vous dites bah oui, alors quand j'étais... Donc vous n'avez pas besoin de passer du temps à ça, vous pouvez consacrer du temps à autre chose, qui est peut-être de parler d'autres choses, d'explorer d'autres symptômes, ou de parler au sujet d'une autre façon, de consacrer du temps, plus de thérapie, je sais pas, enfin, on peut imaginer plein de choses. Et ça, c'est l'optimisation du traitement médical. Ça ne change pas beaucoup le modèle, parce que ça veut dire que vont se mettre en place des dispositifs avec éventuellement des sociétés qui sont médicales ou qui ont des données de santé et qui vont monnayer aux patients et aux médecins un service. Voilà. Donc ça, c'est le modèle médical. Mais là, le modèle participatif, il est encore autre. C'est-à-dire qu'il il bouscule ce modèle médical, il bouscule ce rapport aux soins et les solutions thérapeutiques qui peuvent venir. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut faire attention aux dérives sectaires ou au fait que des groupes prendraient le contrôle de ça. C'est là où il faut qu'on soit, nous, au sein institutions, très, très vigilants sur qui développe des choses. Mais par contre,
de fait de laisser la possibilité de la créativité et de découvrir des choses inattendues par le biais de cette puissance que représente la mise en commun des intelligences via les choses connectées, ça me semble être une véritable opportunité et une véritable innovation. Et juste pour abonder exactement dans le sens que dit Luc, ce que vous avez dit, c'est un exemple de ce que je disais tout à l'heure sur les catégories d'entendement et les juridictions professionnelles. Si on décide de faire de ça des dispositifs médicaux, qui a une qualification précise, on va le rentrer, effectivement, comme Luc vient de le dire, dans le champ traditionnel de la juridiction médicale avec tout son fonctionnement. Si on décide d'en faire des dispositifs qu'on va appeler de santé ou qu'on va même pas appeler des dispositifs capture des données, bon, ça va être un tout autre paradigme et on va être dans un dispositif multi-expert, de créativité distribuée, participatif. Et là, effectivement, c'est un tout autre modèle. Oui. J'ai une question. Moi, je voudrais savoir, dans le cadre de l'innovation en santé mentale, est-ce que techniquement, biologiquement, il y aurait des solutions innovantes pour les addictions, tout type d'addiction, y compris l'addiction à la personne, à des substances, ou voilà, tout type d'addiction. On peut tout à fait décliner tout ce qu'on a dit là sur à peu près toutes les situations psychopathologiques qui se passent, y compris les addictions, bien sûr. Alors, dans les innovations biologiques, il y a des traitements, y compris des traitements par le biais de stimulation, qu'elles soient invasives ou non invasives d'ailleurs, dans le cadre des addictions. Il y a eu des excès de vaccins aussi, donc pour montrer que des techniques de vaccins anti-cocaïne, mais qui ne marchent pas en fait, en l'occurrence. Et puis, il y a toute la notion de prévention. L'histoire des risques avec le cannabis, de la psychose, si on démarre la consommation de cannabis trop tôt chez des patients vulnérables. Il y a tout un tas de problèmes qui se posent, mais aussi d'innovations possibles sur l'intervention qui sont liées aux addictions. Ça, c'est sans aucun problème. Donc, je ne peux pas décliner particulièrement, mais on peut penser que tout est absolument transposable. Et dans le cadre des nouvelles technologies, par exemple des serious games, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, qui sont ce qu'on appelle les serious games, qui permettent de mettre en évidence des jeux qui pourraient avoir une vertu thérapeutique ou d'évaluation de choses. Il y a des équipes qui travaillent en France actuellement, en tout cas, je ne pense pas qu'en France d'ailleurs, sur les addictions aux jeux par le biais de développement eux-mêmes de jeux qui vont permettre de manipuler certains paramètres et d'étudier un certain nombre de paramètres. Donc c'est la question que vous posiez tout à l'heure. On peut tout à fait étudier de façon, pour le coup, très neuroscientifique, c'est-à-dire tout simplement par des temps de réaction, des choses, ou des attitudes face à certaines jeux. On peut penser manipuler des jeux pour étudier un certain nombre de paramètres de réponse à des situations comportementales chez des gens addicts. Et dès lors qu'on les étudie, on peut penser que derrière, il peut y avoir des solutions thérapeutiques, entre guillemets. C'est de jouer pour le coup, à faire jouer des joueurs sur des jeux où des paramètres vont être introduits pour essayer de déconditionner, je ne sais pas, ou baisser quelque chose. Enfin, là, je parle un petit peu dans le vide, mais en général, c'est tout à fait envisageable. Oui, puis il y a autre chose, quand on parle de l'avenir, est-ce que les maladies mentales elles-mêmes changent ? Parce qu'on a parlé de l'exposome, du rôle de l'environnement, ce à quoi on est exposé, ça change. Notre monde change, les supports d'addiction peuvent changer eux-mêmes. Voilà, donc est-ce que ça fait partie aussi de l'innovation en santé mentale que d'anticiper sur de découvrir, en tout cas d'identifier les nouvelles formes de souffrance psychique, s'il y en a ? Alors oui, alors est-ce que c'est de l'innovation ? Ça, c'est une autre question. C'est-à-dire, ça fait partie de la psychiatrie, de guetter. Alors, on en a parlé. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des maladies. Tout dépend si on parle de maladies, du coup, comment on les considère. Il y a des choses qui ne bougent pas au sens où les symptômes, si on les regroupe selon la façon classique de grouper des symptômes, d'en faire des syndromes puis une maladie, on voit que c'est assez stable. Ils existent à peu près partout dans les cultures. Et après, le nom qu'on leur donne et la représentation qu'on leur donne et la place qu'ils ont dans la société, donc l'impact dans le handicap qu'ils vont entraîner va être différent. Et ça, je pense que c'est ça qu'on a négligé jusqu'à présent, qu'il faut étudier. Après, il y a quelques situations qui peuvent progresser en fonction de l'exposome. Je ne veux pas entrer dans les choses très polémiques, mais voilà, il y a sans doute qu'on va découvrir des polluants, peut-être dans un certain nombre de choses qui peuvent se passer et que les gens vont ingérer ou d'une façon ou d'une autre et qui ont déterminé peut-être des modifications d'apparition de certaines maladies
ce sont des choses qui sont étudiées de façon très profonde par pas mal d'équipes actuellement. Mais voilà, donc on étudie, oui, ça bouge. Il y a dès lors qu'on a des maladies qui peuvent être dues, par exemple, à des agents infectieux, bah forcément, par définition, elles vont bouger, parce que l'écologie globale de ces agents infectieux va bouger. Excusez-moi, ici, il y a une personne qui souhaite intervenir. Ce n'est pas une question, mais c'est quelqu'un qui voudrait donner une information. Oui, bonjour et merci à tous. Malheureusement, je n'ai pas pu venir plus tôt car justement j'étais en réunion. Je suis donc parent. Je fais partie de l'association de l'UNAFAM. Et alors ma question serait la suivante, mais vous devez être au courant des stages pro-famille que l'on met qui seront déjà en place, hein, pro-famille dans le cadre de la psychoéducation. C'est-à-dire, c'est informer les familles au niveau de l'approche de ces maladies psychiques. Vous connaissez les stages pro-famille? Qu'en pensez-vous, bien sûr? C'est-à-dire que de façon plus générale, j'allais dire notre position, je ne sais pas, en tout cas je vais dire la mienne dans un premier temps, mais c'est que on en est au stade où on doit dépasser le seul niveau des connaissances sur les troubles mentaux pour aller au stade des compétences concrètes dans la vie sociale. C'est-à-dire qu'on doit, entre guillemets, monter le niveau de la population générale à un niveau de compétences d'interaction concrète avec les personnes qui présentent des troubles psychiques d'origine diverse. Et ça, on peut le faire par la psychoéducation, bien évidemment, c'est-à-dire éduquer, enfin, former les proches, les aidants, si on veut les appeler comme ça, les proches, les parents, les enfants, mais de façon même beaucoup plus générale, dès l'enfance. C'est-à-dire ça devrait faire partie de la formation au niveau du système scolaire, comme on fait de la formation au secourisme, prendre soin de soi et des autres, qui fait partie du parcours éducatif en santé de l'éducation nationale française. Dedans, il devrait y avoir des modules santé mentale qui permettraient donc de former dès l'enfance à la capacité concrète d'échanger, d'interagir et de vivre avec des personnes qui ont des troubles psychiques. Oui, mais justement, de façon à ce qu'il n'y ait pas de rejet de cette maladie, voilà, de ces maladies. Et le rejet ne découle pas seulement de mauvaises connaissances, il découle aussi de difficultés concrètes, de compétences concrètes qu'il faut avoir pour ne pas rejeter. Quand on ne sait pas faire, on a beau savoir, on a quand même tendance à rejeter. Donc il faut savoir faire. Les patients, ils s'en plaignent eux-mêmes. Moi, je vois dans les réunions, et les familles le disent, les patients, ils se sentent rejetés. Comme m'ont dit certains, lorsque la société nous comprendra, notre souffrance sera immensément moins grande. Ça, c'est les patients qui le disent, vous voyez. Mais merci à vous. Ouais, merci à vous. Merci. Et pour les addictions aussi, parce qu'on s'est aperçu dans les hôpitaux psychiatriques, comme à Maison-Blanche, que le personnel n'était pas tellement formé aux addictions. Hein. Ça commence à se faire maintenant. Mais que l'addiction pénètre dans les hôpitaux psy, hein. C'est ça le problème. Ah oui. Les dealers sont aux portes. Ou alors il faudrait de l'éducation par rapport au dosage. Parce que certains patients savent très bien doser. Très bien. Comme l'alcool. Et ça, il faudra y arriver. Merci. Je crois qu'on arrive au bout du temps dont on disposait. Donc vraiment merci encore à nos intervenants, Margot Morgiel, Xavier Briffaut et Luc Mallet, de cette vision d'avenir qui est en fait déjà là. Hein, vraiment, on a vu comment ça se passe dans la recherche actuelle. Et voilà, vous avez dit c'est pour demain. Alors demain, c'est une expression. Ça peut être dans... Ouais, quand vous voyez l'horizon, quand est-ce qu'on aura une nouvelle classification des maladies mentales ou en tout cas ces nouveaux groupes qui vont changer, cette intégration des facteurs biologiques, comportementaux, ça c'est un horizon quoi? C'est 2050, c'est 2000... non, c'est pas 2050. Non. Bah, ça c'est déjà actif. Hein. Le programme RDoC, Research Domain Criteria, dont je parlais tout à l'heure, il est actif. Il est consultable sur Internet et il y a des actions de recherche qui se mettent dedans et derrière. Ça devient compétitif avec le DSM. Donc, non, on n'est pas en train de parler de 2050 pour tout ce dont nous avons parlé. Hein. On n'est pas en train de parler de la fin de l'année non plus, bien sûr. Ouais. Mais bon, quelque part entre les deux, on va dire. On le verra, en tout cas, de notre vivant. Voilà. Ben, merci beaucoup encore. On peut les applaudir.